À la longue table, ma mère a eu un sourire narquois. « Ma chérie, ce dîner est pour mes vrais enfants. Les beaux enfants ne comptent pas », tout le monde a ri, en trinquant. Puis le serveur a déposé une addition de $4100 devant moi. Je suis resté calme, j'ai souri et j'ai payé. C'est alors qu'une voix a tonné derrière moi. « Excusez-moi, qu'est-ce que vous venez de dire ?» Je m'appelle Rachel Martinez et à 28 ans, j'ai fait l'erreur de croire que ma belle famille pourrait enfin m'accepter au dîner du 60e anniversaire de ma mère. Pendant 21 ans, j'avais été la belle-fille indésirable qu'elle avait héritée avec la succession de mon père, tolérée mais jamais aimée. Mais lorsque le serveur a placé une addition de $4100 devant moi alors que mes frères et sœurs applaudissaient ironiquement, j'ai fait quelque chose qui allait tout changer. Cette nuit humiliante chez le Bernardin allait mener à des salles d'audience fédérales, des secrets enfouis valant des millions et une leçon que je n'oublierai jamais sur le prix de mendier une place à la mauvaise table. Si vous regardez ceci, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu un moment qui vous a fait cesser de chercher l'approbation de personnes qui n'ont jamais voulu la donner, et aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires. L'invitation est arrivée un mardi, glissée entre les factures et les circulaires d'épicerie. Rachel Martinez se tenait dans le couloir étroit de son modeste appartement, fixant l'enveloppe de couleur crème avec l'adresse de retour de sa mère à Boston en lettres dorées. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, bien qu'elle ne puisse dire si c'était d'anticipation ou de crainte. Vous êtes cordialement invité à célébrer le 60e anniversaire de Margaret Henderson, lisait-on sur la carte en écriture élégante. Restaurant Le Bernardin, samedi 18 novembre, 19h. Tenue de soirée demandée. Rachel l'a lue 3 fois avant de la poser sur son comptoir de cuisine. 5 ans. Cela faisait 5 ans depuis la dernière réunion de famille à laquelle elle avait assisté, un dîner de Noël qui s'était terminé par son départ en larmes après que son demi-frère Jake lui ait offert en plaisantant une boîte cadeau contenant une photo de la famille avec son visage découpé. Sa mère avait ri de cela comme d'une plaisanterie inoffensive. Pourtant, elle se tenait là, à 28 ans, assez réussie dans sa carrière en marketing, vivant de manière indépendante à Brooklyn, et ressentant toujours cette attirance familière vers une famille qui ne l'avait jamais vraiment voulu. Elle a repris l'invitation, passant son doigt le long de son bord doré. Peut-être que cette fois serait différente. Peut-être que le fait d'avoir 60 ans avait adouci le cœur de sa mère. Peut-être qu'après toutes ces années, il y aurait enfin une place pour elle à table. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Rachel a passé les 2 semaines suivantes à se préparer. Elle a fait nettoyer à sec sa robe noire préférée, celle qui lui donnait confiance en elle sans trop en faire. Elle a cherché dans 3 magasins différents avant de trouver le cadeau parfait, une broche en perles vintage des années 1960, la décennie de naissance de sa mère, provenant d'une vente de succession à Manhattan. Cela coûtait plus cher qu'elle n'aurait dû dépenser, $300 qui auraient pu servir à rembourser ses prêts étudiants, mais elle l'a soigneusement emballé dans du papier argenté avec un ruban bordeaux. Le soir du dîner, Rachel se tenait devant le miroir de sa salle de bain, appliquant du mascara avec une précision exercée. Ses cheveux noirs, hérités de son défunt père, tombaient en douces vagues sur ses épaules. Elle avait aussi ses yeux, d'un brun profond avec des éclats d'or qui attrapaient la lumière. Parfois, elle se demandait si c'était pour cela que sa mère pouvait à peine la regarder. Si elle était un rappel trop présent de l'homme qui était mort quand Rachel avait 7 ans, laissant derrière lui une fille de son premier mariage qui avait besoin d'un foyer. Le trajet en taxi jusqu'au Bernardin a duré 40 minutes à travers la circulation du samedi soir. Rachel serrait son petit sac à main et la boîte cadeau, regardant les lumières de Manhattan défiler floues par la fenêtre. Elle répétait des conversations dans sa tête, des sujets sur qui ne mèneraient pas à un conflit, sa récente promotion, le temps, des questions sur le jardin de sa mère. Elle ne mentionnerait pas son père. Elle ne parlerait pas du passé. Elle serait agréable, gracieuse, invisible si nécessaire. L'entrée du Bernardin était intimidante dans son élégance discrète. Rachel l'avait cherché sur Google au préalable. 3 étoiles Michelin, un menu à $300, le genre d'endroit où les cadres de Wall Street célébraient leur bonus. Ses talons claquaient sur le sol en marbre alors qu'elle donnait le nom de sa mère au maître d'hôtel qui la conduisit à travers des salles de conversation feutrées et de cristal tintant jusqu'à une salle à manger privée à l'arrière. Elle s'arrêta sur le seuil, observant la scène. Une longue table en chêne dominait l'espace, dressée pour 12 avec de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Des cartons de table en calligraphie marquaient chaque place. Sa mère était assise en bout de table, resplendissante dans une robe couleur champagne, ses cheveux blonds coiffés en un élégant chignon. Autour d'elle se trouvaient les demi-frères et sœurs de Rachel. Jake,
maintenant âgé de 32 ans, dans un costume de créateur qui criait « banquier d'investissement ». Mélissa, 30 ans, ses bijoux attrapant la lueur des bougies. Et Thomas, 26 ans, le bébé que sa mère avait mis au monde 2 ans après avoir épousé le père de Rachel. D'autres sièges étaient occupés par des tantes, des oncles et les amis les plus proches de sa mère. Rachel a balayé la table du regard, cherchant son carton de table. Elle l'a trouvé tout au bout, niché à côté de la grand-tante Edith, qui avait 93 ans et était presque sourde. Rachel, la voix de sa mère apportait à travers la pièce, reconnaissant sa présence sans chaleur. « Tu es venue. »« Joyeux anniversaire, maman », a dit Rachel en s'approchant avec son cadeau et un sourire timide. Elle s'était entraînée à dire « maman » devant le miroir, essayant de le faire paraître naturel après des années où ce mot lui semblait comme du verre brisé dans la bouche. Margaret a à peine jeté un coup d'œil à la boîte cadeau que Rachel lui tendait. « Pose-la simplement avec les autres, ma chère », a-t-elle dit en faisant un signe de la main vers une table d'appoint déjà encombrée de paquets. Rachel a remarqué que les autres cadeaux étaient beaucoup plus grands, emballés dans du papier de grand magasin avec des rubans élaborés. Jake a dû la voir regarder car il s'est penché en arrière sur sa chaise avec ce sourire narquois familier. « Au moins, tu as une place cette fois », a-t-il dit assez fort pour que les parents à proximité l'entendent. « Ne t'installe pas trop confortablement, cependant. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais vraiment. » Mélissa a gloussé, ce rire tintinabulant qui avait tourmenté Rachel pendant son adolescence. « Tu te souviens quand elle a essayé de s'asseoir sur la photo de famille pour les 50 ans de maman ? Le photographe a dû tout reprendre. »« C'était un malentendu, » a dit Rachel doucement, les joues en feu. Elle se souvenait parfaitement de ce jour. Comment le photographe avait naturellement supposé qu'elle faisait partie de la photo de famille immédiate. Sa mère avait dit « Oh, non. Elle est juste. Elle est du mari d'avant. Nous en ferons une séparée avec elle plus tard. » Ils ne l'ont jamais fait. Rachel s'est dirigée vers sa place assignée, essayant de garder sa dignité alors que les conversations reprenaient autour d'elle. La grand-tante Edith lui a tapoté gentiment la main, mais a immédiatement commencé une histoire sur les problèmes digestifs de son chat qui allait continuer sans interruption pendant les 20 minutes suivantes. Le vin est arrivé en premier, un château d'Yquem que Jake s'est assuré que tout le monde sache qu'il coûtait 500 $ la bouteille. Rachel a remarqué que son verre était rempli en dernier et moins que les autres. Elle l'a siroté lentement, la douceur presque écœurante sur sa langue. Alors, Rachel, a appelé l'oncle Robert de l'autre côté de la table. « Tu fais toujours ce. C'était quoi déjà ? Un truc sur les réseaux sociaux ? » Du marketing, a corrigé Rachel. « En fait, je viens d'être promue directrice de compte senior. »« Comme c'est gentil, » a dit sa mère d'un ton qui suggérait que c'était tout sauf ça. « Bien que je ne comprenne pas pourquoi tu as eu besoin de toutes ces études pour poster sur Instagram. » L'amie influenceuse de Mélissa gagne un salaire à 6 chiffres juste en prenant des selfies. Mélissa a pris la parole. Elle a 2 millions d'abonnés maintenant. Je pense à lancer ma propre marque de style de vie. Avec l'argent du fonds en fiducie, bien sûr, a ajouté Jake en riant. Ça doit être agréable d'avoir des options. Rachel s'est mordu la langue. Elle avait cumulé 3 emplois pour payer ses études dans une université d'État tandis que ses demi-frères et sœurs fréquentaient des universités privées financées par les fiducies que leurs grands-parents avaient établies. Des grands-parents qui avaient clairement fait savoir que Rachel n'était pas de leur sang et donc pas de leur responsabilité. Les entrées sont arrivées. Des huîtres sur des lits de glace pilés, leurs coquilles brillant comme des perles. Rachel a regardé sa famille les engloutir avec une facilité exercée. Ses propres huîtres sont restées intactes. Les fruits de mer l'avaient toujours rendue nerveuse, un fait que sa famille connaissait et semblait avoir délibérément ignoré en commandant le menu pour tout le monde. Rachel ne mange pas d'huîtres, a annoncé Thomas comme s'il venait de s'en souvenir. Elle a toujours été particulière. Difficile, a corrigé Mélissa. Tu te souviens quand elle a refusé de manger le foie gras à Noël ? C'est parce que j'étais végétarienne à l'époque, a dit Rachel. Pendant 6 mois en tout, a dit sa mère en roulant des yeux. Une de ces phases, comme quand elle a décidé qu'elle voulait être écrivaine ou artiste, ou était-ce enseignante. Je n'arrive jamais à suivre les petits rêves de Rachel. Le plat principal est arrivé dans un déploiement de dômes en argent levé simultanément par le personnel de service. Homard thermidor, sa riche sauce brillant sous la lueur des bougies. L'estomac de Rachel, déjà noué par l'anxiété, s'est contracté à cette vue. C'est à ce moment-là que sa mère s'est levée,
levant sa flûte de champagne. La pièce est devenue silencieuse. Je veux vous remercier tous d'être venus ce soir, a commencé Margaret, sa voix portant le ton exercé de quelqu'un à l'aise avec l'attention. 60 ans sur cette terre, et je suis si béni d'être entouré des gens que j'aime le plus. Elle s'est tournée vers Jake. Mon premier-né, suivant les traces de son grand-père à Wall Street. Jake a levé son verre avec un sourire arrogant. Ma belle Mélissa avec son œil pour la mode et sa grâce. Mélissa a rayonné. Et mon bébé Thomas, le médecin. Thomas a rougi à cela, l'école de médecine étant encore une réussite fraîche. Les yeux de Margaret ont balayé la table, s'arrêtant sur divers parents avec des remerciements chaleureux avant de finalement se poser sur Rachel avec toute la chaleur d'un vent de janvier. Et bien sûr, a-t-elle poursuivi, Rachel nous a également rejoints. Le renvoi était si désinvolte, si exercé qu'il a fallu un moment à Rachel pour le traiter. Nous a rejoints, comme si elle était un plus un ajout de dernière minute, une pensée après coup qui nécessitait une reconnaissance mais pas une célébration. À la famille, a levé Margaret son verre plus haut. À ceux qui portent mon sang, mon héritage, mon nom. Aux enfants qui m'ont rendu fier chaque jour de leur vie. La pièce a éclaté en acclamations et en verres qui s'entrechoquent. Rachel a levé son propre verre, hébété, le cristal lourd dans sa main. De l'autre côté de la table, elle a croisé le regard de tante Patricia, la sœur de son père, la seule parente de ce côté qui se souvenait occasionnellement de l'existence de Rachel. L'expression de Patricia était sympathique mais résignée, le regard de quelqu'un qui avait décidé depuis longtemps que faire des vagues n'en valait pas la peine. Alors que les toasts se poursuivaient, chaque frère et sœur se relayant pour louer leur mère avec des discours de plus en plus élaborés, Rachel s'est excusée pour aller aux toilettes. Elle se tenait dans l'espace en marbre, s'agrippant au bord du lavabo, fixant son reflet. Son maquillage était toujours parfait, sa robe non froissée, mais ses yeux semblaient vides. Quand elle est revenue à table, le dessert était servi, une tour de croquembouche élaborée qui devait coûter une fortune. Sa mère ouvrait des cadeaux, s'extasiant sur chacun avec un plaisir théâtral. Jake lui avait offert une montre Cartier, Mélissa une écharpe Hermès, Thomas un week-end dans un spa du Connecticut. Oh, il y en a un de plus, a dit Patricia, serviable, en désignant la boîte emballée d'argent de Rachel, oubliée sur la table d'appoint. Margaret l'a ramassée avec l'enthousiasme de quelqu'un qui manipule du courrier indésirable. Elle l'a déballée lentement, révélant la broche vintage. Pendant un instant, Rachel a cru voir quelque chose vaciller dans les yeux de sa mère, de la reconnaissance, peut-être, de l'effort et de la pensée derrière le cadeau. Comme c'est vintage, a dit Margaret en la mettant de côté. Merci, Rachel. Elle ne l'a pas mise. Elle ne l'a même pas sortie de la boîte pour la regarder correctement. Elle a été placée avec le papier d'emballage jeté, déjà oublié. La soirée tirait à sa fin quand c'est arrivé. Le serveur est apparu avec un porte-addition en cuiré, au lieu de le placer discrètement près de Margaret ou même de Jake, qui s'était vanté de sa récente prime toute la soirée, il l'a posé directement devant Rachel. La table est devenue silencieuse. Rachel a ouvert le porte-addition, ses yeux s'écarquillent devant le total de $4100. Oh, a dit sa mère avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ne l'ai-je pas mentionné ? Puisque tu te débrouilles si bien avec ta petite promotion, nous avons pensé que tu aimerais peut-être offrir un dîner à la famille pour une fois. Considérez-le comme ton cadeau pour moi. Le silence qui a suivi a été assourdissant pendant exactement 3 secondes avant que Jake ne commence un lent applaudissement. Enfin une contribution à la famille. Il était temps. Mélissa s'est jointe aux applaudissements, et bientôt la moitié de la table applaudissait ironiquement. Rachel est restée figée, l'addition à la main, son esprit tournant à plein régime. $4000. C'était 2 mois de loyer. Son fonds d'urgence. L'argent qu'elle avait économisé pour une voiture. À moins, bien sûr, que tu ne puisses pas te le permettre, a ajouté sa mère, la voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Nous comprenons si ton travail en marketing ne paie pas aussi bien que tu le laisses entendre. C'était un test, un piège. Si elle ne pouvait pas payer, elle serait humiliée, prouver être l'échec qu'ils avaient toujours dit qu'elle était. Si elle pouvait payer, elle serait financièrement dévastée, mais aurait prouvé quoi ? Qu'elle pouvait être manipulée. Qu'elle était assez désespérée pour leur approbation pour se ruiner. Rachel a regardé autour de la table les visages qui l'observaient, certains amusés, certains mal à l'aise, mais aucun n'intervenant. Même tante Patricia s'était soudainement beaucoup intéressée à son dessert.
Elle a pensé à tous les dîners dont elle avait été exclue au fil des ans. Toutes les vacances en famille dont elle avait appris l'existence par Facebook. Tous les Noëls où ses cadeaux étaient clairement dépensés après coup, tandis que ses frères et sœurs recevaient des voitures et des bijoux. Elle a pensé à son père, mort depuis 21 ans maintenant, et s'est demandé ce qu'il penserait de ce moment. Puis Rachel a fait quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris elle-même. Elle a sorti sa carte de crédit, l'a placée dans le porte-addition et l'a remise au serveur d'une main ferme. « Joyeux anniversaire, maman », a-t-elle dit doucement, sa voix portant une force qu'elle ne ressentait pas, « j'espère que c'était tout ce que tu voulais. » Le sourire narquois de Margaret s'est élargi. « Eh bien, peut-être que tu apprends enfin ta place dans cette famille après tout. »« Oui, » a dit Rachel en se levant et en prenant son manteau. « Je pense que je la connais enfin. » Elle est sortie de cette salle à manger privée la tête haute, même en entendant les rires reprendre derrière elle. Dans le restaurant principal, les clients continuaient leur repas, inconscients de la petite tragédie qui venait de se jouer au milieu d'eux. Le maître d'hôtel a hoché poliment la tête en passant. La fille du vestiaire lui a souhaité une agréable soirée. Ce n'est qu'une fois dehors, l'air de novembre vif sur son visage, qu'elle s'est permis un moment de faiblesse, pressant sa main contre le mur de briques du restaurant pour se soutenir. 4100 $. Elle venait de payer 4100 $ pour le privilège d'être humiliée par des gens qui sont censés l'aimer. Mais en levant la main pour héler un taxi, Rachel a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de la défaite. Ce n'était même pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus dur, de plus cristallin. C'était le sentiment d'une dernière illusion qui se brisait, et avec elle, l'étrange liberté qui vient du fait de voir enfin les choses telles qu'elles sont vraiment. Le trajet en taxi jusqu'à la maison fut un flou de lumière et de pensées à moitié formées. Rachel s'assit dans son appartement, toujours dans sa robe, le reçu de 4100 $ posé sur sa table basse comme la preuve d'un crime. Elle le fixa un long moment avant de se diriger vers le placard de sa chambre, atteignant la boîte à chaussures sur l'étagère du haut, celle qu'elle n'ouvrait jamais sauf si elle avait besoin de se rappeler qui elle était vraiment. À l'intérieur se trouvaient des photographies jaunies sur les bords, la plupart représentant un homme aux cheveux noirs et aux yeux doux. Son père, Daniel Martinez, parti avant qu'elle n'ait eu la chance de vraiment le connaître. Mais il y avait aussi des lettres, écrites de sa main soignée, datées des semaines précédant sa mort, alors qu'il était à l'hôpital. Elle avait été trop jeune pour les lire à l'époque. Sa mère, sa vraie mère, morte quand Rachel avait 3 ans, n'existait que dans quelques clichés délavés. Rachel prit l'une des dernières photos prises d'elle et de son père ensemble. Elle avait 6 ans, souriant avec des dents de lait manquantes à l'appareil photo, assise sur ses épaules dans ce qui ressemblait à une fête foraine. Il était déjà mince à l'époque, le cancer ayant fait des ravages, mais son sourire était authentique. 6 mois plus tard, il épousait Margaret Henderson, une veuve avec 3 jeunes enfants, pensant assurer l'avenir de Rachel. 3 mois après, il était mort. Elle se souvint du jour où elle était arrivée chez Margaret, sa maison maintenant, soi-disant. 7 ans, serrant une valise violette qui contenait tout ce qu'elle possédait, debout sur le porche de la maison coloniale de Westchester qui ne serait jamais vraiment sa maison. Margaret avait ouvert la porte dans une robe noire, sa tenue de deuil aussi parfaitement coordonnée que tout le reste chez elle. L'assistante sociale a dit que tu viendrais aujourd'hui, avait-elle dit. Pas, bienvenue à la maison, ni, je suis si désolé pour ta perte, ni même, entre, tu dois être fatigué. Juste une reconnaissance que l'arrivée de Rachel avait été prédite, comme du mauvais temps. Jake avait 11 ans à l'époque, déjà grand pour son âge avec les traits vifs et les yeux calculateurs de sa mère. Il avait regardé la valise de Rachel et avait ri. C'est tout ce que tu as? Même notre chien a plus de choses que ça. Melissa, 9 ans et perfectionnant déjà les manières de sa mère, avait plissé le nez. Elle va vivre ici, dans notre maison. Seul Thomas, 5 ans et encore innocent des dynamiques familiales, avait montré une certaine gentillesse. Es-tu ma nouvelle sœur, avait-il demandé, et avant que quiconque puisse le corriger, Margaret avait dit fermement, non, Thomas. Elle va juste rester avec nous pendant un certain temps. Un certain temps, s'était transformé en 11 ans. Ses premiers mois furent les plus durs. Rachel avait essayé si désespérément de s'intégrer, de gagner sa place. Elle se souvenait d'avoir passé des heures à faire une carte de fête des mères pour Margaret ce 1er mai, coloriant soigneusement des fleurs et écrivant « Je t'aime, maman » de sa plus belle écriture. Margaret y avait jeté un coup d'œil, avait dit « C'est gentil, ma chère », et l'avait laissé sur le comptoir. Plus tard,
Rachel l'avait trouvée à la poubelle, sous du marc de café et des coquilles d'œufs. Elle apprit à se faire petite, utile, invisible. Elle faisait des corvées supplémentaires sans qu'on le lui demande. Elle gardait des notes parfaites, pensant que la réussite scolaire pourrait lui valoir une approbation. Elle ne rejoignit aucun club qui nécessitait des frais supplémentaires, ne demanda rien au-delà du strict nécessaire, porta les vêtements de seconde main de Mélissa sans se plaindre, même lorsque les autres enfants à l'école se moquaient d'elle. Les portraits de famille étaient peut-être le rappel le plus cruel de son statut. Chaque année, Margaret engageait un photographe professionnel pour une photo de famille officielle. Rachel les regardait poser, Margaret au centre, ses enfants disposés autour d'elle comme des satellites, tandis qu'elle était chargée de tenir le matériel supplémentaire du photographe ou de divertir le chien. Une fois, à 12 ans, le photographe avait supposé qu'elle faisait partie de la famille et avait commencé à la positionner dans le cadre. La voix de Margaret avait transpercé le studio comme une lame. Non, non, ce n'est pas elle. C'est la fille de mon défunt mari. Nous en ferons une séparée avec elle après. Ils ne l'ont jamais fait. Les Noëls étaient des exercices d'endurance. Rachel descendait pour trouver les arbres entourés de cadeaux. La pile sous la chaussette de Jake était imposante. Les cadeaux de Mélissa emballés dans du papier assorti. Le nouveau vélo ou la nouvelle console de jeu de Thomas déjà assemblée. La chaussette de Rachel, quand il se souvenait de l'accrocher, contenait des articles pratiques, des chaussettes, du déodorant, une carte cadeau Target pour des fournitures scolaires. Elle apprit à dire « merci » avec enthousiasme, à ne jamais leur laisser voir à quel point cela faisait mal. La première fois qu'elle a vraiment compris sa position, c'était à sa remise de diplôme de 8e année. Elle avait remporté le prix d'excellence académique, le seul point lumineux d'une année difficile. En traversant la scène, elle avait regardé dans le public, cherchant sa famille. Margaret était là, mais elle vérifiait son téléphone. Jake et Mélissa n'avaient pas pris la peine de venir. Seul Thomas avait applaudi, et Margaret l'avait fait taire. Après, alors que d'autres familles prenaient des photos et allaient dîner pour fêter ça, Margaret avait dit « Nous devons rentrer. Jake a son banquet de crosse ce soir. » La réussite de Rachel ne valait même pas une mention au dîner. Le lycée a apporté de nouvelles humiliations. Quand Jake a eu son permis, il a reçu une BMW pour son 16e anniversaire. Une voiture sûre pour notre précieux garçon, avait roucoulé Margaret. Quand Rachel a eu 16 ans, elle a eu un abonnement de bus. Quand elle a demandé des leçons de conduite, Margaret avait ri. La conduite est un privilège, pas un droit. D'ailleurs, le bus forge le caractère. Elle a regardé Mélissa obtenir une robe pour le bal de fin d'année qui coûtait plus cher que toute la garde-robe de Rachel. Elle les a écoutés planifier des visites d'université de l'Ivy League pendant que sa conseillère d'orientation l'aidait à remplir des formulaires d'aide financière en secret, sachant que Margaret ne paierait jamais ses études malgré l'obligation légale de subvenir à ses besoins jusqu'à ses 18 ans. Les lettres d'acceptation à l'université étaient cachées dans son casier à l'école. Le MIT avait dit non. Ses notes étaient parfaites, mais elle n'avait pas d'activités extrascolaires, pas de relations d'héritage, pas de capacité à payer. Mais SUNY Purchase lui avait offert une bourse partielle, et avec des prêts et un travail-études, elle pouvait s'en sortir. Quand elle a dit à Margaret qu'elle avait été acceptée à l'université, sa belle-mère avait semblé surprise. L'université ? Eh bien, je suppose que c'est bien. Tu sais que nous ne pouvons pas t'aider avec ça, n'est-ce pas ? Nous avons 3 enfants à faire étudier. Rachel avait voulu crier qu'elle était censée être l'un de ses enfants, que son père avait laissé de l'argent, avait laissé des instructions, l'avait laissée aux soins de Margaret en pensant qu'elle serait traitée comme une membre de la famille. Au lieu de cela, elle avait simplement dit « Je sais ». Le jour où elle est partie pour l'université fut sans éclat. Thomas, 13 ans à l'époque et déjà modelé par l'influence de sa mère, avait à peine levé les yeux de son jeu vidéo. Mélissa avait fait un commentaire désobligeant sur le fait que le « Community College » était « si courageux de ta part », même si SUNY Purchase était une université d'État respectée. Jake, de retour de Princeton pour le week-end, l'avait aidé à porter ses cartons jusqu'au taxi, mais seulement après s'être assuré que les voisins le voyaient être serviable. Margaret s'était tenue sur le seuil, les bras croisés, regardant. « Ne t'attends pas à rentrer tous les week-ends », avait-elle dit. « Ta chambre va être transformée en mon atelier de bricolage. » L'université fut une révélation. Pour la première fois, Rachel pouvait être elle-même sans s'excuser. Elle s'est fait des amis qui l'aimaient pour qui elle était, pas malgré cela.
elle a travaillé à la librairie du campus, a donné des cours de soutien en anglais à des étudiants de première année, et a plus tard trouvé un emploi dans un restaurant local qui la laissait emporter les restes de nourriture. Elle a passé les vacances dans sa chambre de dortoir ou chez des amis, se disant qu'elle préférait ça. Mais il y avait des moments où la solitude était écrasante. Quand la mère de sa colocataire envoyait des colis adressés à toutes les deux. Quand elle voyait des familles à la remise des diplômes, des parents fiers prenant 1000 photos, et qu'elle se tenait seule dans sa toge et son mortier, prenant un selfie pour marquer l'occasion. Margaret n'était pas venue à sa remise de diplôme. La circulation est si mauvaise à cette période de l'année, avait-elle dit. Rachel a découvert plus tard par Thomas qu'ils étaient allés au Hampton ce week-end-là. Le travail en marketing avait été difficile à obtenir. Commençant par un stage non rémunéré que Rachel pouvait à peine se permettre, elle avait vécu de ramen et d'espoir, construisant son portfolio, réseautant sans relâche, transformant son statut d'outsider en une force. Elle comprenait des publics que d'autres négligeaient, pouvait parler aux marges parce qu'elle y avait vécu toute sa vie. Quand elle avait reçu son premier vrai salaire, elle avait pleuré dans les toilettes du travail. Ce n'était pas beaucoup selon les standards de New York, mais c'était à elle. Gagner sans aide, sans relation, sans argent de famille. Elle a pensé à appeler Margaret pour partager la nouvelle, puis s'est souvenue que Margaret ne lui avait jamais posé de questions sur sa carrière, sa vie, ses rêves. La famille ne la contactait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Rachel pouvait-elle concevoir un logo pour la marque de style de vie de Melissa gratuitement? Pouvait-elle aider Thomas avec ses essais de candidature à l'école de médecine? Pouvait-elle contribuer au fonds d'investissement de Jake qui allait sûrement tripler l'argent de tout le monde? Elle avait dit non à tout cela. Chaque refus était accueilli par des accusations d'égoïsme, d'incompréhension de la famille, d'ingratitude pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Que avait-il fait pour elle? Le minimum légal, et à contre-cœur. L'avait nourri, logé, vêtu de vêtements de seconde main et de ressentiment. Ils avaient respecté la lettre du testament de son père tout en violant son esprit à chaque épaule froide, chaque célébration exclue, chaque rappel qu'elle était un fardeau qu'ils avaient hérité avec ses biens. Rachel a sorti une des lettres de son père, datée de 2 semaines avant sa mort. Ma chère Rachel, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu tenir ma promesse de te voir grandir. Je suis si désolé, ma petite fille, mais je veux que tu saches que tu es aimée, que tu es désirée, et que tu es suffisante, telle que tu es. Margaret a promis de prendre soin de toi, de t'élever comme sa propre fille. Je sais que ce ne sera pas facile. Les familles recomposées ne le sont jamais, mais je crois qu'avec le temps, tu y trouveras ta place. Sois patiente avec eux et avec toi-même. Souviens-toi que tu portes ma force en toi et la grâce de ta mère. Tu n'es pas seul. Même quand tu as l'impression de l'être, tu ne le seras jamais. Tout mon amour, papa. Rachel a pressé la lettre contre sa poitrine, sentant le poids de la confiance mal placée de son père. Il croyait que Margaret honorerait sa promesse. Il est mort en pensant que sa fille serait en sécurité, aimée, faisant partie d'une famille. Au lieu de cela, elle avait été un héritage non désiré, un rappel vivant de l'homme que Margaret avait épousé pour la sécurité, pas par amour. L'invitation au dîner d'anniversaire avait semblé être une chance de leur prouver quelque chose, à eux et à elle-même. Qu'elle avait survécu à leur négligence et prospéré malgré cela. Qu'elle était digne d'une place à leur table. Que 21 ans après la mort de son père, elle pourrait enfin être considérée comme une membre de la famille. Au lieu de cela, elle avait payé $4100 pour apprendre ce qu'elle aurait dû accepter depuis longtemps. Certaines tables n'auraient jamais de place pour elle, peu importe combien elle payait pour le privilège de s'y asseoir. Rachel a remis les lettres dans la boîte à chaussures. Mais cette fois, elle ne l'a pas remise sur l'étagère du placard. Elle l'a placée sur sa commode, bien en vue, un rappel d'où elle venait et de qui l'avait vraiment aimée. Demain, elle devrait trouver comment couvrir la facture de la carte de crédit, comment reconstruire ses économies, comment avancer après cette dernière blessure. Mais ce soir, elle était assise avec ses fantômes et son chagrin, comprenant enfin que la famille qu'elle avait poursuivie n'avait jamais existé. La cruauté n'était pas nouvelle. Elle était juste enfin honnête. Et peut-être y avait-il une étrange miséricorde dans cela, dans le fait d'avoir ses dernières illusions dépouillées si proprement. Son téléphone a vibré avec un texto de Jake. Merci pour le dîner, sœurette. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras te permettre un endroit plus sympa. Rachel l'a supprimé sans répondre.
Elle avait fini de mendier des miettes d'affection de la part de personnes qui avaient clairement fait savoir qu'elle n'était rien de plus qu'une obligation qu'ils n'avaient jamais voulu. La jeune fille qui s'était tenue sur leur porche il y a 21 ans avec sa valise violette et son espoir désespéré était enfin vraiment partie. À sa place se trouvait une femme qui comprenait que parfois la seule famille qui vaille la peine d'être revendiquée est celle que l'on se choisit. Et Margaret Henderson et ses enfants, ils venaient de rendre le choix de Rachel remarquablement, brutalement clair. Rachel était à mi-chemin de la salle à manger principale du restaurant, ses jambes se déplaçant en pilote automatique vers la sortie quand elle l'a entendu. Une voix, claire et autoritaire, coupant le murmure ambiant des conversations de dîner. « Excusez-moi, qu'est-ce que vous venez de lui dire ?» Elle se figea. La voix venait de derrière elle, de la direction de la salle à manger privée qu'elle venait de fuir. D'autres clients se retournaient pour regarder, leurs fourchettes suspendues à mi-chemin de leur bouche, sentant un drame se dérouler. Rachel se retourna pour voir un homme d'une 60aine d'années debout sur le seuil de la salle privée, ses cheveux argentés impeccables, son costume de charbon de bois clairement sur mesure. Son visage était rouge d'indignation, et il regardait fixement dans la pièce où sa famille était toujours assise. « Je vous demande pardon », la voix de Margaret s'éleva, aiguë d'offense. « C'est une affaire de famille privée. » « Privée ?» L'homme entra complètement dans la salle à manger principale, sa voix montant. « Madame, lorsque vous humiliez quelqu'un assez fort pour que les convives voisins entendent chaque mot, vous perdez le droit d'appeler cela privé. » Rachel resta figée alors que l'homme se dirigeait vers elle, son expression s'adoucissant à son approche. Derrière lui, elle pouvait voir Jake debout sur le seuil, le visage rouge, avec Melissa regardant par-dessus son épaule. « Ça va ?» demanda l'homme doucement quand il l'atteignit. La voix de Rachel la lâcha. Elle pouvait sentir tout le restaurant la regarder. « Mais pour qui vous prenez-vous » Jake les avait suivis. Son assurance de banquier d'affaires en pleine démonstration. « Vous n'avez aucun droit. »« Je suis quelqu'un qui vient de voir une famille traiter l'un des leurs comme un déchet, » interrompit l'homme, sa voix stable mais énergique. « Je suis quelqu'un qui a écouté une mère exclure délibérément sa fille d'un toast. Je suis quelqu'un qui vous a tous vu applaudir ironiquement quand on lui a remis une addition qu'elle ne s'attendait clairement pas à payer. Elle n'est pas, Melissa les avait rejoints maintenant, sa voix stridente. Vous ne comprenez pas la situation. Elle n'est pas vraiment de la famille. Elle est juste. Juste quoi? Les yeux de l'homme étaient d'acier. Juste une jeune femme qui est clairement venue ici en espérant être incluse. Juste quelqu'un qui a apporté un cadeau soigneusement emballé et a essayé de sourire pendant que vous vous relayez pour la rabaisser. À ce moment-là, Margaret était sortie, son visage un masque de fureur contrôlée. « Monsieur, je vais devoir vous demander de... » « De quoi? Partir ?» L'homme a sorti son téléphone. « Dois-je partager la vidéo que j'ai prise de votre charmant toast avec les abonnés de mon entreprise sur les réseaux sociaux ? Je suis sûr qu'ils seraient fascinés d'entendre comment Margaret Henderson traite la fille de son défunt mari. C'est bien qui elle est, n'est-ce pas? J'ai entendu l'un de vous le mentionner. » La couleur a quitté le visage de Margaret. « Vous avez enregistré? C'est illégal. Dans un État à consentement bipartite, peut-être, mais New York est un État à consentement unipartite, et je faisais partie de l'environnement où votre cruelle performance a eu lieu. » Il se retourna vers Rachel. « Vous n'avez pas à rester là et à subir ça. Voulez-vous partir ?» Rachel a retrouvé sa voix. « Oui. » « Alors allons-y. » Il lui a offert son bras, un geste si chevaleresque et protecteur que des larmes lui piquèrent les yeux. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il a crié par-dessus son épaule, « J'espère que vous apprécierez le reste de votre célébration. Je suis sûr que le goût de la cruauté se marie à merveille avec votre vin hors de prix. » L'air frais de novembre a frappé le visage de Rachel alors qu'il sortait dans la rue. Elle l'a humé avec gratitude, ses mains tremblant alors que l'adrénaline la rattrapait. « Merci », a-t-elle réussi à dire. « Vous n'étiez pas obligé. »« Si, j'étais obligé. » La voix de l'homme était ferme. « J'étais à la table d'un accent grave côté avec ma femme. Nous avons tout entendu. Elle voulait intervenir plus tôt, mais j'ai... Eh bien, j'ai continué à espérer que votre famille retrouverait la raison. » Il a sorti une carte de visite. « Je m'appelle William Chen. Je suis associé principal chez Chen, Hartley & Associates. » Rachel a regardé la carte. Le nom du cabinet lui était familier. Il s'occupait d'affaires de succession et de droits de la famille très médiatisées.
vous êtes avocat? Depuis 40 ans maintenant. Son expression était gentille mais sérieuse. Je ne m'immisce généralement pas dans les affaires des étrangers, mais ce dont j'ai été témoin ce soir. Il a secoué la tête. Cela m'a rappelé des souvenirs. J'étais un enfant placé, vous voyez. Ballotté entre des foyers où j'étais toléré mais jamais désiré. Je connais intimement ce genre particulier de cruauté. Je suis désolé, a dit automatiquement Rachel. Ne le soyez pas. Cela a fait de moi ce que je suis. Cela m'a aussi fait me promettre que si j'avais un jour le pouvoir d'aider quelqu'un dans une situation similaire, je le ferais. Il a fait un geste vers une voiture de ville qui tournait au ralenti à proximité. C'est mon chauffeur. Pouvons-nous vous ramener chez vous? Rachel a hésité, ses instincts de New-Yorkaise en conflit avec son épuisement émotionnel. C'est gentil, mais... Ma femme est dans la voiture, a-t-il dit, comprenant son hésitation. Et je vous promets, sans obligation. Juste un trajet jusqu'à la maison et peut-être une conversation sur vos options, si cela vous intéresse. Rachel a regardé en arrière vers le restaurant où elle pouvait voir Jake et Melissa par la fenêtre, probablement en train de déformer l'histoire pour la faire passer pour la méchante. Elle a pensé à la facture de $4100 qui allait frapper son compte demain. D'accord, merci. La voiture était chaude et sentait le cuir. La femme de William, une élégante femme noire avec des mèches argentées dans ses cheveux naturels, a immédiatement pris la main de Rachel. Je suis Denise, a-t-elle dit. Je voulais jeter mon vin sur cette horrible femme. William a dû me retenir physiquement. Malgré tout, Rachel s'est surprise à presque sourire. Ça aurait été quelque chose à voir. Où habitez-vous, ma chère? A demandé William, et Rachel a donné au chauffeur son adresse à Brooklyn. Pendant le trajet, l'histoire lui est sortie. Pas seulement ce soir, mais des années de cela. La mort de son père, la promesse que Margaret avait faite, l'exclusion systématique et la maltraitance émotionnelle. Denise faisait des bruits de sympathie pendant que William écoutait avec l'attention concentrée de quelqu'un qui prend des notes mentales. Votre père, a-t-il finalement dit. Avez-vous déjà vu son testament? Rachel a secoué la tête. Margaret s'est occupée de tout. J'avais 7 ans. Et elle est devenue votre tutrice légale? Oui. Le tribunal l'a approuvé. Mon père n'avait pas de parents vivants, sauf une sœur en Californie qui ne pouvait pas me prendre. William et Denise ont échangé un regard. Rachel, a dit William avec précaution. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais des histoires comme la vôtre. Parfois il y a des divergences dans la façon dont les successions sont gérées. Seriez-vous intéressé à y regarder de plus près? Je ne peux pas me le permettre. Pro bono, a interrompu William. Je prends un certain nombre de cas chaque année sans frais. Considérez cela comme ma façon de rééquilibrer la balance. Il a sorti une autre carte, écrivant quelque chose au dos. Ceci est ma ligne directe. Pensez Y. Sans pression. Ils se sont arrêtés devant l'immeuble de Rachel, une vieille bâtisse en grès brun qui avait été convertie en petits appartements. Rachel a regardé la carte dans sa main, puis le couple qui lui avait montré plus de gentillesse en 1 heure que sa famille en 21 ans. Pourquoi, a-t-elle demandé. Vraiment, pourquoi feriez-vous cela? Denise a répondu, parce que tout le monde mérite au moins une personne dans son coin. Ce soir, nous sommes les vôtres. Rachel est arrivée à son appartement avant que les larmes ne viennent. Elle a pleuré jusqu'à être vide, puis s'est assise à sa table de cuisine, fixant la carte de visite de William Chen. Elle a pensé à la jeter, à accepter que c'était simplement ainsi que sa vie était. Mais elle s'est souvenue des applaudissements moqueurs de Jake, du rire cruel de Melissa, du sourire satisfait de Margaret alors qu'elle signait ce reçu de carte de crédit. Elle a pris son téléphone et a tapé un email avant de perdre son courage. Monsieur Chen, merci encore pour votre gentillesse ce soir. J'aimerais vous rencontrer pour discuter de la succession de mon père. Rachel Martinez. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Rachel, venez à mon bureau lundi à 10 heures. Apportez tous les documents que vous avez concernant votre père. Nous allons tirer cette affaire au clair. William. Rachel a passé le dimanche dans une frénésie d'organisation. Elle avait si peu de documents. L'acte de décès de son père, quelques vieux relevés bancaires qu'elle avait trouvés dans une boîte à 16 ans, quelques photos, ses lettres. Cela semblait pathétiquement peu pour construire un dossier.
Elle a également appelé sa patronne, Sandra, pour demander la matinée de lundi de congé. Sandra, une femme noire qui avait bâti sa propre agence de marketing à partir de rien, était devenue une sorte de mentor au cours des 2 dernières années. Bien sûr, a dit Sandra, puis a fait une pause. Rachel, tout va bien? Tu as l'air différente. L'histoire est sortie pour la 2e fois. Sandra a écouté, jurant occasionnellement à voix basse. C'est a finalement dit Sandra, laissant tomber le professionnalisme. Écoute, prends le temps dont tu as besoin. Et Rachel, ne les laisse pas gagner. Tu vaux 10 fois mieux qu'eux. Lundi matin est arrivé, gris et bruyineux. Rachel s'est habillée avec soin de sa meilleure tenue professionnelle, celle qu'elle portait pour les présentations importantes aux clients. Chen, Hartley & Associates occupait 3 étages d'un gratte-ciel de Manhattan, tout en marbre et en verre et d'une richesse discrète. Le bureau de William était une suite d'angles avec des baies vitrées donnant sur Central Park. Les murs étaient tapissés de livres de droit et de photographie. William avec des politiciens, des célébrités, même une avec un juge de la Cour suprême. Ne vous laissez pas intimider par tout ça, a dit William, la remarquant en train de regarder autour. J'ai commencé avec rien. Tout ce qui est ici a été construit un cas à la fois, une victoire à la fois. Il a fait un geste vers des chaises disposées autour d'une table basse. Parlons de votre père. Rachel a remis son maigre dossier. William a parcouru chaque document avec soin, prenant parfois des notes sur un bloc-notes juridique. C'est tout ce que vous avez? Margaret a dit que tout le reste avait été détruit dans une inondation dans leur sous-sol il y a des années. Comme c'est pratique. Le ton de William était sec. Rachel, je vais vous poser quelques questions. Elles pourraient être douloureuses, mais j'ai besoin de réponses honnêtes. Pendant les 2 heures suivantes, William l'a guidée à travers toute son histoire avec la famille Henderson. Il était particulièrement intéressé par les détails financiers. Avait-elle déjà vu des relevés bancaires, des documents de fiducie? Margaret avait-elle déjà mentionné des investissements ou des polices d'assurance? Il y a quelque chose, a dit Rachel lentement, un souvenir refaisant surface. Quand j'avais peut-être 14 ans, j'ai entendu Margaret au téléphone avec quelqu'un. Elle était en colère, disant quelque chose sur l'argent de cette fille et comment il était légalement à eux maintenant. Quand elle m'a vu, elle a immédiatement mis fin à l'appel. Les yeux de William se sont aiguisés. Intéressant. Rachel, j'aimerais faire quelques recherches. Les dossiers de succession sont publics, mais obtenir une image complète pourrait prendre un peu de temps. Êtes-vous préparé à ce que nous pourrions trouver? Que voulez-vous dire? Je veux dire que parfois, lorsque nous cherchons la vérité, nous trouvons des choses qui sont pires que ce que nous imaginions. Votre belle famille a peut-être fait plus que simplement vous traiter mal. Ils ont peut-être commis une véritable fraude. Rachel a pensé à toutes les années de privation, à regarder ses frères et sœurs vivre dans le luxe pendant qu'elle cumulait 3 emplois. J'ai besoin de savoir. William a souri, l'expression transformant son visage sévère. Bien. Denise dit que j'ai une faiblesse pour les battantes. Elle a raison. Il a appuyé sur son interphone. Marie, peux-tu me trouver tout sur la succession de Daniel Martinez, décédé en mars 2003, et voir si le juge Patterson peut me recevoir pour le déjeuner cette semaine? Il s'est retourné vers Rachel. Je vais avoir besoin de quelques semaines pour enquêter correctement. En attendant, documentez tout. Toute interaction avec votre famille, tout souvenir qui refait surface, tout document que vous pourriez trouver. Et Rachel, ils sauront que quelque chose se passe une fois que je commencerai à faire des demandes. Êtes-vous préparé à cela? Rachel a pensé à la discussion de groupe familial dont elle avait été retirée ce matin. L'histoire Instagram de Melissa se moquant des personnes ingrates qui ne connaissent pas leur place. La facture de carte de crédit qui allait dévaster ses finances. Ils ont déjà fait leur pire, a-t-elle dit. L'expression de William suggérait qu'il en doutait, mais il a hoché la tête. Nous serons en contact bientôt. En sortant de l'immeuble, Rachel a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. De l'espoir. Pas pour une réconciliation, ce rêve était mort, mais pour des réponses, pour la justice. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un de puissant était dans son coin. Son téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Thomas. Maman est vraiment en colère. Que as-tu fait? Rachel l'a supprimé sans répondre. Puis,
sur une impulsion, elle est entrée dans un petit café et s'est commandé un déjeuner. Assise près de la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre, elle a sorti son journal et a commencé à écrire. Pas sur la douleur cette fois, mais sur l'avenir, sur ce à quoi la vie pourrait ressembler lorsque vous arrêtez de mendier une place à une table qui n'a jamais été faite pour vous. 2 semaines se sont écoulées dans un flou de normalité qui ne l'était pas du tout. Rachel s'est plongée dans son travail, dirigeant une campagne pour une organisation à but non lucratif qui soutenait les enfants placés en famille d'accueil. L'ironie ne lui a pas échappé. Elle élaborait des messages sur l'appartenance et la famille pour des enfants qui, comme elle, savaient ce que signifiait être indésirable. Le premier signe que l'enquête de William portait ses fruits est venu par un appel téléphonique un mardi soir. Rachel réchauffait des restes de nourriture thaïlandaise lorsque son téléphone a sonné. « Rachel, c'est William. Pouvez-vous venir à mon bureau demain? Amenez quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous aurez besoin de soutien pour ça. Qu'avez-vous trouvé? Demain, Rachel. 9 heures. Rachel a immédiatement appelé Sandra. Sa patronne n'a pas hésité. Je libère ma matinée. Nous y allons ensemble. Elles sont arrivées au bureau de William pour le trouver entouré de documents, son bureau couvert de papiers organisés en piles soignées. Denise était là aussi, ayant pris sa journée de congé de son propre cabinet. « Asseyez-vous » a dit William sans préambule. « Ce que je vais vous dire va être difficile à entendre. » Rachel a serré la main de Sandra alors que William commençait. « La succession de votre père valait environ 2,3 millions de dollars au moment de son décès. » Le monde de Rachel a basculé. Quoi? Il avait des polices d'assurance vie, des investissements, et la maison de Westchester était entièrement payée. Il y avait aussi un fonds en fiducie spécifiquement créé pour votre éducation, séparé de la succession principale. Mais la voix de Rachel était faible. J'ai cumulé 3 emplois pour payer mes études. Margaret a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Parce que Margaret aurait détruit le testament original et en aurait déposé un différent. Les mots flottaient dans l'air comme une accusation. William a sorti un document. Voici le testament qui a été déposé auprès du tribunal des successions. Il laisse tout à Margaret avec une disposition selon laquelle elle s'occuperait de Rachel Martinez comme elle l'entend. Un langage très vague, inhabituel pour un avocat spécialisé en succession. Il a sorti un autre papier. Ceci est un relevé de facturation de l'avocat réel de votre père, Harold Morrison, aujourd'hui décédé. Il a facturé 30 heures de préparation de testament, y compris quelque chose appelé la fiducie Rachel. Un simple testament laissant tout à un conjoint ne prend pas 30 heures. Donc, le testament était un faux? A demandé Sandra, son sang-froid professionnel se fissurant. Nous ne pouvons pas le prouver pour l'instant, a dit William avec précaution. Mais j'ai trouvé autre chose. L'assistante juridique de Harold Morrison, Janet Webb, est toujours en vie. Elle est dans une maison de retraite dans le Connecticut. Je lui ai rendu visite la semaine dernière. Il a sorti un magnétophone. Elle a accepté d'être enregistrée. La voix de Janet Webb était âgée, mais claire. Oh, je me souviens des Martinez. Eh bien, clairement. Ce pauvre homme était si inquiet pour sa petite fille. Il a mis en place une fiducie pour son éducation que Margaret ne pouvait pas toucher, elle devait aller directement à Rachel à 18 ans. Et la maison devait être vendue, la moitié revenant à Rachel lorsqu'elle aurait 25 ans. Il a fait signer des papiers à Margaret acceptant tout cela. Elle était furieuse, je me souviens. Elle disait que ce n'était pas juste pour ses propres enfants. Rachel pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle a tout volé. Elle a volé l'argent de mon père et m'a fait me sentir reconnaissante pour des miettes. Il y a plus, a dit doucement William. Votre père avait une police d'assurance vie distincte de la succession. 500 000 $, avec vous comme seul bénéficiaire. La compagnie d'assurance a enregistré qu'elle a été réclamée lorsque vous avez eu 18 ans. Mais je n'ai jamais. Quelqu'un a falsifié votre signature. Le chèque a été déposé sur un compte qui a été immédiatement fermé. L'argent a disparu dans les comptes de Margaret par une série de transferts. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée de Rachel. C'est de la fraude, a dit Sandra d'un ton sec. C'est de la fraude de niveau fédéral. Oui, a convenu William. C'en est. Rachel s'est levée brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. 21 ans.
21 ans à me faire dire que j'étais un fardeau. À regarder mes frères et sœurs avoir des voitures, des voyages et des vêtements de marque. À entendre le rappel méprisant de Margaret que je devrais être reconnaissante pour le strict minimum. La maison, dit-elle soudain, se retournant. Ils vivent toujours dans cette maison. La maison que mon père a payée. D'une valeur d'environ 1,8 million de dollars sur le marché actuel, a confirmé William. Et ma fiducie pour l'université aurait dû être d'au moins 200 000 dollars, d'après les relevés de facturation. Assez pour n'importe quelle école que vous vouliez. Rachel a pensé à la lettre de rejet du MIT, à avoir pleuré dans le bureau de sa conseillère d'orientation au lycée parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les frais de candidature pour plusieurs écoles. Je veux les détruire, dit-elle doucement, et la pièce sembla retenir son souffle. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Tout. William a hoché lentement la tête. Nous pouvons engager des poursuites pénales pour la fraude. Nous pouvons également intenter une action civile pour l'héritage volé. Mais Rachel, une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils se battront. Ce sera moche. C'est déjà moche, a dit Rachel. Elle a sorti son téléphone, leur montrant le dernier message de groupe familial que Thomas lui avait envoyé en capture d'écran. Margaret, cette ingrate essaie de semer le trouble. Si quelqu'un a de ses nouvelles, ne répondez pas. Elle a probablement une autre de ses crises de recherche d'attention. Jake, elle a de la chance qu'on ne la poursuive pas pour détresse émotionnelle, ruinant l'anniversaire de maman comme ça. Melissa, j'ai toujours su qu'elle était une ordure. Papa aurait dû la laisser aux services sociaux. Ils ont passé toute ma vie à me faire sentir sans valeur, a dit Rachel. Ils ont volé l'argent de mon père, mon éducation, mon avenir, et ils ont ri en le faisant. William a sorti d'autres documents. J'ai préparé une demande formelle pour tous les documents de la succession. Nous devrons la déposer auprès du tribunal. Son téléphone a sonné. Il a froncé les sourcils en voyant l'identifiant de l'appelant. C'est Patterson, le juge que j'ai mentionné. Il a répondu, écoutant attentivement. Je vois. Oui, elle est là maintenant. Nous arrivons tout de suite. Il a raccroché, son expression sombre. Apparemment, Margaret Henderson a déjà vu le juge Patterson. Elle demande une ordonnance restrictive contre vous, pour harcèlement. Quoi? Rachel ne les avait pas contactés une seule fois depuis le dîner. C'est une attaque préventive. Elle doit avoir eu vent de notre enquête. William emballait déjà des documents dans sa mallette. Nous devons aller au tribunal maintenant. Le palais de justice était un flou de marbre et de néon. Rachel se retrouva dans une petite salle d'audience, Margaret et ses enfants d'un côté, Rachel et son équipe de l'autre. Margaret était vêtue de vêtements de veuve conservateur, un choix calculé qui retourna l'estomac de Rachel. Votre honneur, commença l'avocate de Margaret, une femme au visage aiguisé d'une cinquantaine d'années. Ma cliente a été victime d'une campagne de harcèlement de la part de Madame Martinez, culminant par sa tentative d'extorquer de l'argent à la famille en faisant de fausses déclarations sur un héritage. C'est un mensonge. Rachel a commencé à se lever, mais la main de William sur son bras l'a arrêtée. Nous avons des preuves, a poursuivi l'avocate, que Madame Martinez a répandu des rumeurs malveillantes sur la famille, a engagé un avocat pour les harceler avec des plaintes sans fondement, et a menacé de les détruire. Comment savait-il qu'elle avait dit ça? Rachel a regardé autour d'elle, paniquée, puis a remarqué Jake qui souriait en tenant son téléphone. Ils avaient enregistré au bâtiment de William. Quelqu'un dans le hall, peut-être, ou même à l'extérieur. Le juge Patterson, un homme noir âgé aux yeux vifs, a regardé les parties. Monsieur Chen, je comprends que vous représentez Madame Martinez. C'est exact, votre honneur, et nous aimerions présenter des preuves que cette ordonnance restrictive n'est qu'une tentative d'empêcher ma cliente de récupérer un héritage volé. Prétendument volé, a interrompu l'avocate de Margaret. Votre honneur, a poursuivi William sans se démonter. Nous avons des documents suggérant que le testament du père de Madame Martinez a été falsifié et que des fonds substantiels destinés à ma cliente ont été détournés. Les sourcils du juge se sont levés. Ce sont de graves allégations. Des allégations ridicules. Margaret s'est levée, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. J'ai élevé cette fille quand personne d'autre ne voulait d'elle. Je l'ai nourrie, vêtue, lui ai donné un abri pendant 11 ans, et c'est ainsi qu'elle me remercie? Avec des mensonges et de la cupidité. Tu m'as volé.
Rachel ne put plus se retenir. Mon père m'a laissé de l'argent pour l'université, pour une vie, et tu as tout pris. Votre honneur, elle est hystérique, a dit l'avocate de Margaret sans se démonter. C'est exactement pourquoi nous avons besoin de l'ordonnance restrictive. Le juge Patterson a levé la main pour demander le silence. J'en ai assez entendu. Je n'accorde pas l'ordonnance restrictive pour le moment. Cependant, il a regardé Rachel, j'ordonne aux deux parties de s'abstenir de tout contact sauf par l'intermédiaire d'un conseil juridique. Monsieur Chen, si vous avez des preuves d'irrégularité financière, déposez vos requêtes correctement. Madame Henderson, si ces allégations s'avèrent fausses, vous aurez des motifs pour une poursuite en diffamation. Mais si elles s'avèrent vraies. Il a laissé la phrase en suspens. À l'extérieur du palais de justice, Margaret s'est approchée, ses enfants la flanquant comme des gardes du corps. Tu te crois maline? A-t-elle sifflé, toute prétention de veuve éplorée disparue. Mais tu oublies quelque chose. J'ai des ressources. J'ai des relations. Tu n'es toujours que la fille indésirable avec les yeux de son père mort, jouant à être importante. Maman, a dit Thomas, mal à l'aise. Il y a des gens qui regardent. Margaret s'est redressée, affichant un sourire pour les passants. Mais ses yeux sont restés froids alors qu'elle chuchotait. Tu aurais dû rester reconnaissante pour les miettes. Maintenant, tu n'auras rien. Alors qu'il s'éloignait, Mélissa a crié en arrière, j'espère que tu as apprécié de payer pour le dîner. Considérez-le comme votre dernière réunion de famille. William les a regardés partir avec une expression pensive. Ils ont peur. Cette performance là-dedans, c'était du désespoir. Ils n'avaient pas l'air d'avoir peur, a dit Rachel, épuisée. Croyez-moi, je fais ça depuis 40 ans. Quand les gens commencent par des menaces et des ordonnances restrictives, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont coupables. Il a souri sombrement. Nous allons les clouer au mur, Rachel. Chaque centime qu'ils ont volé, chaque document qu'ils ont falsifié, chaque mensonge qu'ils ont dit. Tout va sortir. Cette nuit-là, Rachel était assise dans son appartement, l'adrénaline se dissipant enfin. Son téléphone était resté silencieux toute la journée. Pas de texto de Thomas, pas de message désobligeant de Jake ou Mélissa. Pour la première fois de sa vie, le silence de sa famille ressemblait à de la liberté plutôt qu'à du rejet. Elle a sorti la photo de son père, étudiant son visage. Je me bats pour nous, papa, a-t-elle chuchoté. Pour nous deux. Son ordinateur portable a sonné avec un email de William. Rachel, Janet Webb a accepté de témoigner. Elle a des copies de ses notes de la préparation du testament de votre père. La vraie guerre commence maintenant. Rachel a fermé les yeux, sentant le poids de 21 ans d'injustice peser sur ses épaules. Mais sous ce poids, quelque chose d'autre grandissait. Une colonne vertébrale d'acier, forgée dans les feux de la négligence et de la trahison. Margaret Henderson avait créé son propre pire ennemi, une femme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. La fille qui avait payé $4100 pour le privilège d'être humiliée était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus vif, et absolument déterminé à récupérer ce qui lui avait été volé. La vraie guerre était en effet sur le point de commencer. Le bureau de l'ancien cabinet de Harold Morrison était maintenant un studio de yoga, mais Rachel se tenait quand même devant l'immeuble, William à ses côtés, regardant les fenêtres du 3e étage où son père s'était assis un jour, planifiant son avenir. Il venait ici chaque semaine pendant 2 mois, a dit William, lisant les notes de Janet Webb. Parfois avec vous. Elle se souvenait que vous aviez un lapin en peluche violet. Monsieur Bunny, a chuchoté Rachel. Elle avait oublié Monsieur Bunny, perdu lors du déménagement chez Margaret, comme tant d'autres morceaux de sa petite enfance. Il rencontrait Janet Webb en personne aujourd'hui au centre de soins pour personnes âgées de Willowbrook à Stanford. Le trajet fut silencieux, Rachel digérant tout ce qu'elle avait appris pendant que William passait des appels à son enquêteur. Janet Webb avait 83 ans, les yeux vifs malgré son âge, assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre de la salle commune. Son visage s'est illuminé en voyant Rachel. « Oh, ma chère, vous lui ressemblez tellement », a-t-elle dit en prenant les mains de Rachel. « Daniel serait si fier de la femme que vous êtes devenue. Vous vous souvenez de mon père ? Me souvenir de lui ? Ma chérie, je n'ai parlé que de lui pendant des mois après. Un père si dévoué, et si jeune pour mourir. » Les yeux de Janet s'embuèrent. « Il vous a amené une fois.
Vous vous êtes assise par terre dans la salle de conférence en coloriant pendant que nous travaillions sur les documents de la fiducie. Vous n'arrêtiez pas de lui apporter les dessins que vous aviez faits. La gorge de Rachel se serra. Je ne me souviens pas de ça. Vous étiez si jeune. Mais votre père, il avait tout planifié si soigneusement. Il savait que Margaret n'était pas chaleureuse. Il n'était marié avec elle que depuis 3 mois, vous savez. Un mariage précipité. Il a admis qu'il était désespéré pour s'assurer que vous auriez une figure maternelle. Janet a secoué la tête. Il avait des doutes vers la fin. Il a demandé s'il pouvait ajouter plus de protection, rendre la fiducie plus difficile d'accès pour Margaret, mais il était trop malade à ce moment-là pour revenir. William s'est penché en avant. Janet, vous avez mentionné que vous gardiez des copies de vos notes. Oh, oui. Harold disait toujours que j'étais trop méticuleuse, mais on ne sait jamais quand la documentation peut être importante. Elle a fait un geste vers une boîte à côté de sa chaise. Mon neveu les a apportés de mon garde-meuble quand vous avez appelé. Tout ce qui date de 2002 à 2003 est là. William a ouvert la boîte avec précaution, sortant des bloc-notes jaunis couverts de sténographie. Puis-je les faire transcrire? Bien sûr. Il y a autre chose, a dit Janet, sa voix baissant. Après la mort de Daniel, Margaret est venue au bureau. C'était peut-être 2 semaines après les funérailles. Elle était avec un avocat différent, quelqu'un que Harold ne reconnaissait pas. Il voulait tous les documents originaux. Harold a d'abord refusé, disant que des copies suffiraient, mais elle est devenue agressive, a menacé de signaler Harold pour faute professionnelle, a dit qu'il avait profité d'un homme mourant. Harold était proche de la retraite, il ne voulait pas de problème. Il lui a tout donné, y compris le testament original. Tout, a demandé William. Et puis, chose étrange, le bureau de Harold a été cambriolé environ 1 mois plus tard. Rien n'a été volé, sauf des dossiers. Les dossiers Martinez en faisaient partie. Janet a serré la main de Rachel. J'ai gardé mes notes dans mon bureau à domicile. C'est la seule raison pour laquelle elles ont survécu. Ils ont passé 3 heures à parcourir les dossiers méticuleux de Janet. La fiducie pour l'éducation de Rachel était blindée, soi-disant 250 000 $ mis de côté pour être gérée par un fiduciaire tiers jusqu'à ce que Rachel ait 18 ans. La maison devait rester au nom de Rachel, Margaret ayant un droit de résidence jusqu'à ce que Rachel ait 25 ans, date à laquelle elle serait vendue et les bénéfices partagés 60 à 40 en faveur de Rachel. C'est suffisant, a dit doucement William. C'est plus que suffisant pour prouver la fraude. De retour dans la voiture, Rachel est restée silencieuse jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autoroute. Elle a tout planifié depuis le début. Elle a prévu de me voler. Il semble que oui. Rachel, je dois vous demander. Êtes-vous préparée à ce que cela devienne public? La presse pourrait s'en emparer. C'est une histoire captivante. Rachel a pensé à sa vie tranquille, son petit appartement, son intimité soigneusement gardée. Puis elle a pensé à l'Instagram de Melissa, rempli de vacances de luxe financées par l'argent de son père. Le LinkedIn de Jake, se vantant de ses prouesses en matière d'investissement avec un capital qu'il n'avait jamais gagné. Le Facebook de Margaret, se présentant comme la mère de l'année. Qu'ils sachent tous qui ils sont vraiment, a-t-elle dit. Le lendemain, William a déposé la plainte officielle auprès du tribunal des successions. Dans l'après-midi, le téléphone de Rachel a explosé d'appels de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Elle les a tous laissés sur la messagerie vocale jusqu'à ce qu'elle entende le message de Thomas. Rachel, qu'est-ce que tu as fait, bordel? Maman a pété les plombs. Elle détruit des choses, crie à propos d'eux. Papa. Ton papa. Jake appelle ses amis avocats. Melissa fait une crise de nerfs à propos de sa réputation. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne savais pas pour l'argent. Je veux dire, je ne savais pas, Rachel n'a pas rappelé, mais elle a envoyé un texto à Sandra. Ils savent. La plainte a été déposée. Sandra a répondu immédiatement. Bien. Tiens bon. Tu peux le faire. Ce soir-là, Rachel réchauffait de la soupe quand sa sonnette a retenti. Elle n'avait jamais de visiteurs inattendus. À travers le Judas, elle a vu un homme d'une 40aine d'années, bien habillé mais l'air fatigué. Madame Martinez. Je m'appelle Peter Caldwell. Je suis avocat. Pas avec les Henderson, a-t-il ajouté rapidement.
Je représente la succession de Harold Morrison. Rachel a ouvert la porte avec précaution. Harold Morrison est mort depuis 10 ans. Oui, mais sa succession a toujours une assurance responsabilité civile. S'il est prouvé qu'il a participé à une fraude concernant le testament de votre père, sa succession pourrait être tenue responsable. Je suis ici parce que j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Il a sorti une tablette lui montrant un document numérisé. C'était dans les effets personnels de Harold. Sa veuve vient de le trouver en se préparant à vendre leur maison. C'est une lettre de Harold à l'ordre des avocats de l'État, datée de 2 mois avant sa mort. Il ne l'a jamais envoyée. Rachel a lu, ses mains commençant à trembler. J'écris pour signaler une grave violation de l'éthique dans laquelle j'ai été complice il y a 20 ans. Margaret Henderson, née Williamson, m'a contraint à détruire le testament légitime de Daniel Martinez et à en déposer un frauduleux à sa place. Elle a menacé de détruire mon cabinet avec de fausses allégations si je ne me conformais pas. J'étais à quelques semaines de la retraite et j'ai choisi la voie du lâche. J'ai vécu avec cette culpabilité depuis. Rachel Martinez, la fille de Daniel, a été privée de son héritage légitime. J'estime le montant volé à plus de 2 millions de dollars. Oh mon Dieu, a soufflé Rachel. Il y a plus. Harold a apparemment engagé un détective privé pour surveiller les Henderson. Nous avons des photographies de Margaret retirant de l'argent de compte qui aurait dû être en fiducie pour vous. Nous avons des enregistrements de sa falsification de votre signature sur des documents. Harold a constitué un dossier complet mais est décédé avant de pouvoir agir. Pourquoi sa veuve n'est-elle pas venue plus tôt? Elle ne le savait pas. C'était dans un classeur verrouillé dans leur sous-sol. Elle ne les a trouvés qu'à cause de la vente de la maison. Peter a posé la tablette sur son comptoir. Madame Martinez, avec ses preuves, les Henderson ne risquent pas seulement des sanctions civiles. C'est de la fraude criminelle, de la falsification et du vol. Ils pourraient faire face à une peine de prison. Rachel a fixé la tablette, la confession de Harold Morrison, les preuves de 21 ans de crime. Envoyez tout à William Chen. Tout. Après le départ de Peter, Rachel est restée assise dans son appartement qui s'assombrissait, sans prendre la peine d'allumer les lumières. Son téléphone a sonné à plusieurs reprises, des numéros inconnus. Thomas, même Jake. Elle les a tous ignorés. Finalement, un texto est arrivé de Margaret. Petitesse vengeresse. Tu détruis cette famille pour de l'argent. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai vêtu, nourri, t'ai donné un abri. Tu n'étais qu'un fardeau que ton père m'a laissé, et c'est ainsi que tu me remercies. Tu le regretteras. Je m'assurerai que tu le regretteras pour le reste de ta misérable vie. Rachel a fait une capture d'écran du message et l'a transmis à William. Sa réponse a été immédiate. N'engagez pas la conversation. Sauvegardez tout. C'est une preuve de harcèlement et de tentative d'intimidation. Cette nuit-là, Rachel n'a pas pu dormir. Elle se tenait près de sa fenêtre, regardant les lumières de Brooklyn, pensant à la fillette de 7 ans avec une valise violette. Cette petite fille voulait juste être aimée, appartenir à quelque part. Elle a essayé si fort, si longtemps. Mais cette petite fille était partie maintenant, remplacée par une femme qui comprenait que parfois la justice valait mieux que l'amour, que la vérité valait mieux que l'acceptation, et que faire en sorte que les gens assument les conséquences de leur cruauté n'était pas de la vengeance. C'était nécessaire. Le vandalisme a commencé 3 jours après la découverte des preuves de Morrison. Rachel s'est réveillée pour trouver sa voiture, la Honda d'occasion qu'elle avait enfin économisé assez pour acheter l'année dernière, avec les 4 pneus crevés, S, gravés sur le capot. Les caméras de sécurité du parking avaient mystérieusement mal fonctionné cette nuit-là. Déposer une plainte à la police, a ordonné William par téléphone. Documenter tout. Mais le policier qui est venu semblait sceptique. Pas de témoins, pas de caméra en état de marche. Ça pourrait être du vandalisme aléatoire. Ce quartier, vous savez. Rachel savait que ce n'était pas aléatoire. Le lendemain, son concierge l'a informé que quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour son employeur, disant qu'elle avait été licenciée et qu'elle allait déménager immédiatement. Puis sa carte de crédit a commencé à être refusée. Quelqu'un avait appelé et les avait toutes déclarées volées, gelant ses comptes. Ils essaient de vous déstabiliser, a dit Sandra, venue avec des provisions lorsque Rachel a admis qu'elle ne pouvait pas accéder à son argent. Des tactiques d'intimidation classiques.
ça marche, a admis Rachel, épuisée. Je ne peux pas dormir. Chaque bruit me fait sursauter. C'est pourquoi je reste ici ce soir, a annoncé Sandra. Et mon frère Marcus vient demain. Il est consultant en sécurité. Nous ne les laisserons pas vous terroriser. L'assignation en justice est arrivée le lendemain. Les Henderson la poursuivaient pour diffamation, détresse émotionnelle et poursuite malveillante. Le montant qu'ils demandaient, 5 millions de dollars. C'est une poursuite bâillon, a expliqué William lors d'une réunion d'urgence. Une poursuite stratégique contre la participation publique. Ils essaient de vous ensevelir sous les frais de justice, de rendre la poursuite trop coûteuse. Peuvent-ils gagner? Pas avec les preuves que nous avons, mais ils peuvent rendre le processus douloureux et coûteux. Il a fait une pause. Rachel, je dois être honnête. Ça va devenir plus moche. Ils sont acculés, et les gens acculés font des choses désespérées. Il avait raison. L'attaque suivante a été plus personnelle. Rachel est arrivée au travail pour trouver sa patronne, Sandra, l'air sombre. Ils ont envoyé un colis à notre plus gros client, a dit Sandra, montrant à Rachel des impressions de mai. Des captures d'écran de vous dans ce qu'ils prétendent être un établissement psychiatrique, disant que vous avez des antécédents de délire et de fausses accusations. Ils essaient de vous discréditer professionnellement. Les photos étaient réelles, de l'époque où Rachel était allée en thérapie à 19 ans, essayant de surmonter le traumatisme de son enfance. D'une manière ou d'une autre, ils avaient obtenu ces dossiers médicaux. C'est illégal, a dit Rachel, engourdie. Les dossiers médicaux sont protégés. Melissa a posté sur Instagram qu'elle avait une amie qui travaille dans cette clinique. Elle l'a supprimé, mais j'ai d'abord fait une capture d'écran. L'expression de Sandra était féroce. Nous allons les enterrer avec leur propre stupidité. L'escalade a continué. Jake s'est présenté à l'immeuble de Rachel, forçant le passage après un autre locataire. Rachel l'a trouvé debout devant la porte de son appartement à minuit, ivre et agressif. « Tu te crois si maline ?» a-t-il bredouillé en titubant. « Mais tu n'es rien. Tu as toujours été rien. Maman ne t'a gardé que pour l'argent. Tu le savais ? Elle voulait te larguer aux services sociaux, mais l'argent de papa était trop beau pour le laisser passer. » Rachel a enregistré toute l'interaction sur son téléphone à travers le Judas. « Jake, tu dois partir ou j'appelle la police. Appelle-les. Dis-leur comment tu détruis notre famille. Dis-leur comment tu rends maman malade avec tes mensonges. » Il a frappé à la porte. « Tu étais censée rester reconnaissante. Tu étais censée connaître ta place. » Lorsque la police est arrivée, Jake a tenté de prétendre que Rachel l'avait invité, mais les images de sécurité de l'immeuble ont prouvé le contraire. Il a été arrêté pour intrusion criminelle et ivresse sur la voie publique. La photo d'identité judiciaire a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. La réponse de Margaret a été rapide et vicieuse. Elle a tenu une conférence de presse sur les marches de son église, vêtue de vêtements de deuil conservateur, les larmes coulant sur son visage. « J'ai accueilli la fille de mon mari quand personne d'autre ne voulait d'elle », a-t-elle dit aux journalistes rassemblés. « Je l'ai élevée comme ma propre fille malgré mes 3 enfants à charge, et maintenant elle fabrique ces horribles mensonges, essayant de détruire notre famille par cupidité et par dépit. Elle a toujours été troublée, a toujours eu besoin d'une attention particulière. Nous avons essayé de l'aider, mais certaines personnes ne peuvent pas être sauvées de leur propre obscurité. » La vidéo est devenue virale. #GoldDiggerDoctor est devenu tendance. L'Instagram de Rachel s'est rempli de menaces de mort et de messages haineux. Quelqu'un a divulgué son adresse en ligne, et des manifestants des acteurs payés, a découvert l'enquêteur de William se sont présentés devant son immeuble avec des pancartes disant « Respecte ta mère » et « La cupidité est un péché ». Mais Margaret avait commis une erreur cruciale. Dans sa performance larmoyante, elle avait dit « Nous n'avons jamais pris un sou de l'argent de son père. Tout a été consacré à ses soins, comme il se doit. » William était extatique. Elle vient de mentir devant la caméra, sous serment de déclaration publique. Nous pouvons prouver chaque dollar qu'ils ont pris. C'est du parjure, de la fraude, de la diffamation. Elle vient de nous donner des munitions. L'audience du tribunal pour les accusations de fraude criminelle a été fixée au mois suivant. En préparation, William a fait passer à Rachel chaque souvenir, chaque incident, chaque moment de privation financière pendant que ses frères et sœurs vivaient dans le luxe. « Souvenez-vous, a-t-il dit, vous n'êtes pas en procès.
eux le sont. Mais ce n'est pas ce qu'elle ressentait lorsque toute sa vie est devenue un sujet de discussion publique. Quelqu'un, probablement Mélissa d'après le style d'écriture, a lancé un blog intitulé « La vraie Rachel Martinez », rempli de versions déformées de chaque erreur que Rachel avait jamais commise. La fois où elle s'était faufilée à 16 ans est devenue un schéma de tromperie et de rébellion. Son travail d'étudiante dans un bar est devenu la preuve de son alcoolisme. Sa brève relation avec un homme marié, dont elle ignorait l'état civil, est devenu un comportement de briseuse de ménage. Thomas a finalement pris contact avec un ton différent. « Rachel, j'ai trouvé quelque chose dans le bureau de maman. Des photos de documents juridiques qu'elle brûlait dans la cheminée la semaine dernière. J'ai pris des photos avant qu'elle ne les détruise tous. L'un ressemblait à un document de fiducie avec ton nom dessus. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pouvons-nous nous rencontrer? Quelque part en public. J'ai besoin de connaître la vérité. » Rachel a montré le message à William, qui a immédiatement organisé une réunion à son bureau avec la sécurité présente. Thomas est arrivé les ragards, disant de plus que ses 26 ans. « Je ne savais pas », a-t-il dit immédiatement. « Je le jure, Rachel. Je ne savais rien de tout ça. Maman a toujours dit que ton père lui avait tout laissé parce qu'il lui faisait confiance pour prendre soin de toi. Mais c'est, il a sorti son téléphone, montrant des photos de documents partiellement brûlés. L'un montrait clairement « Fiducie pour l'éducation de Rachel Martinez », avant que les flammes ne le consument. « Pourquoi » a demandé doucement Rachel. « Pourquoi m'aides-tu maintenant ?» Les yeux de Thomas se sont remplis de larmes. « Parce que j'ai découvert ce qu'ils ont fait d'autre. Maman, Jake et Mélissa, ils m'ont volé aussi. Ma fiducie de grand-mère. Ils ont siphonné de l'argent pendant des années en utilisant ma signature. S'ils le font à moi, leur vraie famille, il a laissé la phrase en suspens. Je suis désolé, Rachel. Pour tout. Pour chaque fois que je ne t'ai pas défendu. William a immédiatement documenté les preuves et la déclaration de Thomas. Témoignerez-vous? Oui, a dit fermement Thomas. Ils me renieront, mais ils ont déjà commencé quand j'ai interrogé maman sur la fiducie de Rachel. La réunion de famille que Margaret a convoquée cette nuit-là a été secrètement enregistrée par Thomas. L'audio était glaçant. Margaret, si cette petitesse pense qu'elle peut nous détruire, elle se trompe. J'ai déjà parlé au docteur Patterson pour la faire interner pour une évaluation psychologique. Quelques mots sur son instabilité, ses délires. Jake, maman, c'est. On ne peut pas juste la faire interner. Margaret, regarde-moi faire. Je connais des gens. Des juges qui me doivent des faveurs. Des médecins qui comprennent la loyauté familiale. Mélissa, et Thomas? Il a agi bizarrement. Margaret, Thomas rentrera dans le rang, où il se retrouvera coupé des vivres comme elle l'a été. Le sang ne signifie rien si vous trahissez la famille. Lorsque William a fait écouter l'enregistrement au procureur, les charges ont été immédiatement aggravées pour inclure la conspiration et la tentative d'intimidation de témoins. La guerre avait atteint son paroxysme. Rachel était assise dans son appartement, maintenant équipée de nouvelles serrures et de caméras de sécurité, entourée de documents juridiques et de boîtes de preuves. Son ancienne vie, l'espoir silencieux et désespéré d'une acceptation familiale, semblait être un rêve de la vie d'une autre personne. Sandra était assise à côté d'elle, Marcus surveillant près de la porte. « Tu sais quelle est la différence entre toi et eux ?» a demandé Sandra. « Quoi ? Tu as survécu à leur pire et tu es quand même devenu quelqu'un de bien. Ils avaient tous les avantages et sont devenus des monstres. » Elle a serré l'épaule de Rachel. Cette petite fille avec la valise violette, elle a gagné. Elle a grandi. Elle s'est battue. Et elle a gagné. Rachel a regardé la photo de son père qu'elle gardait maintenant sur sa table basse, plus cachée. Demain, elle les affronterait au tribunal pour l'audience préliminaire. Demain, toute la vérité commencerait à sortir. Pas encore, dit-elle doucement. Mais bientôt. Son téléphone a vibré avec un texto de William. Reposez-vous. Demain, nous commençons la fin de leur empire. Rachel a éteint son téléphone, enfin prête à dormir. Les Henderson avaient déchaîné leur pire, avaient essayé de la briser comme ils la brisaient depuis 21 ans. Mais elle était toujours debout, meurtrie, épuisée, mais debout. Et demain, elle entrerait dans cette salle d'audience non pas comme la belle-fille indésirable mendiant des miettes d'affection,
mais comme la femme qui leur avait tous survécu et qui avait les preuves pour prouver ce qu'ils étaient vraiment. Les marches du palais de justice étaient envahies de journalistes. Quelqu'un avait divulgué l'histoire à un blogueur juridique éminent, et « Une belle-fille vole des millions à une belle-mère maléfique » était devenu le titre que tout le monde poursuivait. Rachel a traversé la foule, flanquée de William et Sandra, gardant les yeux fixés droit devant elle alors que les questions les bombardaient. « Rachel, est-il vrai que votre belle-mère a falsifié votre signature ? Madame Henderson prétend que vous êtes mentalement instable. Votre réponse ? Comment vous sentez-vous de détruire votre famille ? » William lui avait conseillé de ne rien dire, et elle a obéi. Bien que la dernière question lui ait noué l'estomac. Elle ne détruisait pas sa famille. Elle n'en avait jamais eu à détruire. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était électrique. La galerie était bondée d'observateurs, certains visages sympathiques, d'autres clairement là pour le drame. Margaret était assise à la table de la défense avec ses enfants, sauf Thomas, qui était assis derrière Rachel, une déclaration publique qui a fait chuchoter la foule. Margaret s'était habillée stratégiquement d'une modeste robe grise, ses bijoux étant notoirement absents, jouant le rôle de la veuve accablée. Jake portait son costume le plus cher, comme si la richesse pouvait acheter l'innocence. Melissa avait opté pour des pastels innocents, son maquillage habituellement lourd remplacé par un look frais. Il jouait pour le jury potentiel, bien qu'il ne s'agisse que d'une audience préliminaire. La juge Elizabeth Warren, sans lien de parenté avec la politicienne, présidait avec une efficacité sévère. Elle était connue pour avoir peu de patience pour le théâtre et encore moins pour la fraude financière. Nous sommes ici pour les audiences préliminaires sur plusieurs chefs d'accusation, à commencer la juge Warren, y compris la fraude, la falsification, le vol, la conspiration et l'intimidation de témoins. Monsieur Chen, vous pouvez commencer. William s'est levé, sa présence imposante. Votre honneur, nous démontrerons que Margaret Henderson a systématiquement volé plus de 2,3 millions de dollars à ma cliente, à partir du moment où Madame Martinez avait 7 ans et jusqu'à aujourd'hui. Il a présenté les preuves méthodiquement. D'abord, le témoignage de Janet Webb par liaison vidéo depuis sa maison de retraite. La vieille femme était claire et précise, décrivant en détail le véritable testament de Daniel Martinez. Il était très précis, a dit Janet. La fiducie pour l'éducation était blindée. 250 000 dollars pour les études de Rachel. Margaret devait être fiduciaire mais ne pouvait pas toucher au capital. Il y avait aussi la maison. Rachel devait en hériter 60% à ses 25 ans. Et avez-vous vu ce testament exécuté, a demandé William. J'y ai moi-même assisté. Harold Morrison y a assisté. Et Margaret Henderson l'a signé, acceptant toutes les conditions. L'avocate de l'accusation, Amanda Cross, s'est levée pour le contre-interrogatoire. Madame Webb, vous avez 83 ans. Comment pouvez-vous vous souvenir de détails datant de 21 ans? Janet a souri. Jeune femme, je m'en souviens parce que c'était inhabituel. La plupart des pères mourants laissent tout à leur femme. Daniel Martinez aimait sa fille plus que tout. Il s'est assuré qu'elle serait protégée. J'ai pris des notes supplémentaires parce que j'ai trouvé ça touchant. William a ensuite présenté la lettre de confession de Harold Morrison, celle qui n'a jamais été envoyée à l'ordre des avocats. Alors que le greffier la lisait à haute voix, le sang-froid de Margaret a commencé à se fissurer. Elle a chuchoté frénétiquement à son avocat pendant que le visage de Jake devenait pâle. L'expert en criminalistique financière a pris la parole ensuite, un spécialiste des chiffres qui avait retracé chaque dollar. La fiducie pour l'éducation a été liquidée lorsque Rachel Martinez avait 8 ans, a-t-il témoigné. Les fonds ont été transférés à travers 6 comptes différents, pour finalement atterrir dans le portefeuille d'investissement de Margaret Henderson. Voici les relevés de transactions. Et l'assurance vie, a demandé William. Une police de 500 000 dollars, bénéficiaire Rachel Martinez, réclamée à ses 18 ans. Mais la signature est manifestement falsifiée. J'ai fait confirmer cela par 3 experts en écriture. La vraie Rachel Martinez était à l'université ce jour-là, à 500 km de là. Nous avons des reçus datés de la librairie de son campus prouvant sa localisation. La salle d'audience a murmuré. La juge Warren a frappé de son marteau pour demander le silence. Puis sont venues les photographies du détective privé de Harold montrant Margaret dans diverses banques retirant de l'argent de comptes qui auraient dû être intouchables. Chaque photo était datée, documentée, indéniable. L'avocat de Margaret,
David Hutchinson, a tenté de s'opposer à tout. Ces documents n'ont pas été correctement authentifiés. C'est du oui-dire. La chaîne de possession. La juge Warren l'a interrompu. Monsieur Hutchinson, j'ai été patiente, mais ces documents ont été correctement soumis et authentifiés. Vos objections sont notées et rejetées. C'était au tour de Rachel de témoigner. Elle redoutait ce moment, mais en prenant la parole, elle se sentit étrangement calme. William lui avait dit de simplement dire la vérité, et c'est ce qu'elle a fait. Pouvez-vous décrire votre situation de vie après la mort de votre père, a demandé doucement William. La voix de Rachel était stable. On m'a donné une petite chambre dans le grenier. Mes demi-frères et sœurs avaient des chambres au 2e étage. Je prenais mes repas avec la famille, mais j'étais souvent exclu des restaurants ou des occasions spéciales parce que, comme le disait Margaret, l'argent était serré. L'argent était-il serré? Ils sont allés à Disney World sans moi l'année après la mort de mon père. Margaret a dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre un autre billet, mais j'ai découvert plus tard que le voyage avait coûté plus de 10 000 $. Comment avez-vous payé vos études? Des prêts étudiants, 3 emplois. J'ai travaillé à la librairie du campus, j'ai donné des cours de soutien et j'ai été serveuse. J'ai obtenu mon diplôme avec une dette de 67 000 $. Connaissiez-vous l'existence de votre fiducie pour l'éducation? Non, jusqu'à il y a 3 semaines. La voix de Rachel s'est légèrement brisée. J'ai été rejetée par le MIT. Pas parce que mes notes n'étaient pas assez bonnes, mais parce que je ne pouvais pas me le permettre. Si j'avais eu cette fiducie, toute ma vie aurait été différente. Le contre-interrogatoire d'Amanda Cross a été brutal. Madame Martinez, vous avez vécu chez les Henderson pendant 11 ans, c'est bien ça? Oui. Vous avez été nourrie, vêtue, logée. Oui. Vous avez reçu des cadeaux de Noël, des fêtes d'anniversaire. La mâchoire de Rachel s'est crispée. Mes anniversaires étaient généralement oubliés. Les cadeaux de Noël étaient des nécessités, des chaussettes, des fournitures scolaires, des choses qui auraient dû être fournies de toute façon. Mais elles ont été fournies. Le minimum légal a été fourni, a dit clairement Rachel. Pendant que mon héritage payait leur luxe. Objection, a appelé Hutchinson. C'est de la spéculation. C'est un fait documenté, a répondu William en brandissant des relevés bancaires. Le témoignage de Thomas a été dévastateur pour la cause des Henderson. Il s'est avancé à la barre, évitant les yeux de sa famille, bien que le regard de Margaret aurait pu faire fondre de l'acier. Monsieur Henderson, a commencé Amanda Cross. Vous avez été élevé aux côtés de Rachel Martinez. C'est exact. Pouvez-vous décrire la différence de traitement entre vous? Thomas a pris une profonde inspiration. J'ai eu une voiture pour mon 16e anniversaire, une BMW. Rachel a eu un abonnement de bus. J'avais un fonds pour l'université qui a payé Princeton. Rachel a cumulé 3 emplois pour fréquenter une université d'État. J'ai eu des tuteurs, des leçons de musique, des programmes d'études à l'étranger. On a dit à Rachel que c'était des extras que la famille ne pouvait pas se permettre pour elle. Étiez-vous au courant de la fraude? Pas jusqu'à récemment. Mais en y repensant, il y avait des signes. Maman devenait nerveuse chaque fois que Rachel posait des questions sur son père. Elle brûlait des papiers dans la cheminée. Elle gardait le bureau du père de Rachel verrouillé et disait que c'était pour du rangement, mais je l'ai vu une fois dedans, fouillant dans des dossiers et déchiquetant des documents. Pourquoi témoignez-vous contre votre mère? Thomas a regardé directement Margaret pour la première fois. Parce que ce qu'elle a fait était mal. Et parce que j'ai découvert qu'elle volait aussi ma fiducie. Si elle vole son propre fils biologique, que ne ferait-elle pas à la fille qu'elle appelait le fardeau derrière des portes closes? Margaret s'est levée d'un bond. Espèce de petit. Madame Henderson. Le marteau de la juge Warren est tombé lourdement. Vous vous contrôlerez ou vous serez expulsé de cette salle d'audience. Le témoignage le plus accablant est venu d'une source inattendue. Peter Caldwell a appelé un témoin surprise, le docteur Patricia Stern, la thérapeute que Margaret avait mentionnée dans la conversation enregistrée sur l'internement de Rachel. Dr Stern, a commencé Peter, Margaret Henderson vous a-t-elle contacté au sujet de Rachel Martinez? C'est exact. Que voulait-elle? Le docteur Stern semblait mal à l'aise mais résolu. Elle voulait que je signe des papiers déclarant que Madame Martinez était délirante et avait besoin d'un internement psychiatrique involontaire.
Elle m'a offert 50 000 $. Des halètements ont rempli la salle d'audience. Avez-vous accepté? Absolument pas. Je l'ai immédiatement signalé aux autorités. Tenter de faire interner quelqu'un faussement est un crime grave. L'avocat de Margaret a objecté frénétiquement, mais le mal était fait. Quand la cour a suspendu pour le déjeuner, Rachel a entendu Melissa dans les toilettes pleurant au téléphone. Nos comptes sont gelés. La maison pourrait être saisie. Tout le monde sait. Mes contrats d'influenceuse sont annulés. Rachel n'a ressenti aucune satisfaction en entendant cela. Juste un sentiment creux de gâchis. Toutes ces années, tout cet argent volé. Et pourquoi? Pour que Melissa puisse prendre des selfies dans des vêtements de marque achetés avec l'héritage de Rachel. L'après-midi a amené Margaret à la barre. Elle avait retrouvé son sang-froid, jouant parfaitement la belle-mère martyre. J'aimais Rachel comme ma propre fille, a-t-elle dit, les larmes brillant. J'ai fait de mon mieux avec un enfant difficile qui a été traumatisé par la mort de son père. Alors pourquoi, a demandé calmement William, avez-vous dit à votre fils Jake, et je cite sa déclaration enregistrée, je ne l'ai gardé que pour l'argent? C'est sorti de son contexte. Quel contexte rend cela acceptable? La voix de William était de glace. Quel contexte justifie de voler le fonds d'éducation d'une fillette de 7 ans? Je n'ai rien volé. L'argent a été utilisé pour ses soins. William a affiché une projection de relevé bancaire. Ces transactions montrent 250 000 $ de la fiducie de Rachel finançant la rénovation de votre cuisine. En quoi des comptoirs en marbre italien sont-ils des soins pour Rachel? La maison devait être entretenue. La maison qui était censée appartenir à 60% à Rachel. William n'a pas attendu de réponse. Parlons de l'assurance vie. Ceci est votre signature autorisant la réclamation, n'est-ce pas? Il a montré un document à l'écran. J'étais sa tutrice. Mais ceci est la signature de Rachel, n'est-ce pas? Il a projeté un autre document. Sauf que Rachel était à 500 km ce jour-là. Donc, soit elle peut se téléporter, soit quelqu'un a falsifié sa signature. Lequel est-ce, Madame Henderson? Le sang-froid de Margaret a finalement complètement volé en éclats. Vous ne comprenez pas. J'avais 3 enfants à élever. Daniel est mort et m'a laissé avec sa fille et à peine assez pour m'en sortir. J'ai fait ce que je devais faire. Vous aviez 2,3 millions de $, a dit doucement William. Vous aviez plus qu'assez. Vous vouliez juste tout. Elle ne le méritait pas, a crié Margaret en se levant. Une enfant bâtarde de son premier mariage. Mes enfants méritent cet argent. Ils sont légitimes. Ils sont à moi. J'ai mérité cet argent en l'épousant. En l'accueillant. C'était à moi. La salle d'audience est devenue silencieuse. La juge Warren a parlé dans le silence. Je crois que nous en avons assez entendu pour aujourd'hui. Le verdict est tombé 3 semaines plus tard. Coupable de tous les chefs d'accusation. Fraude, falsification, vol, conspiration, intimidation de témoins, tentative de séquestration. Margaret Henderson a été condamnée à 8 ans de prison fédérale avec restitution obligatoire de 2,3 millions de $ plus les intérêts et les dommages. Jake a écopé de 3 ans pour conspiration et intimidation. Sa carrière à Wall Street était terminée avant même que le marteau de la juge ne tombe. La SEC avait déjà ouvert une enquête sur ses pratiques de trading, soupçonnant que quelqu'un capable de fraude familiale aurait pu contourner les règles ailleurs. Melissa a reçu 2 ans de probation et des travaux d'intérêt général. Sa carrière d'influenceuse a été détruite du jour au lendemain. La moquerie qu'elle a subie en ligne était une justice poétique. Les mêmes plateformes qu'elle avait utilisées pour afficher sa richesse disséquaient maintenant chaque article de créateur qu'elle avait jamais montré, calculant quel pourcentage avait été acheté avec de l'argent volé. Thomas n'a pas été accusé. Sa coopération et son statut de victime l'ont protégé. Lui et Rachel ont pris un café après la sentence. Je suis désolé, a-t-il dit pour la 100e fois. Pour tout. Tu étais un enfant aussi, a dit Rachel, et elle le pensait. Nous étions tous des enfants élevés par une femme qui ne savait aimer qu'elle-même. Que vas-tu faire maintenant, a demandé Thomas. Rachel y avait réfléchi. La maison de Westchester était maintenant à elle, mais elle avait déjà décidé de la vendre. Trop de fantômes. L'argent de la restitution, une fois récupéré des divers comptes et actifs, la rendrait riche.
Mais la richesse n'avait jamais été le but. Je vais créer une fondation, a-t-elle dit, pour les beaux enfants et les enfants placés qui sortent du système. Des fonds pour l'université, des ressources thérapeutiques, une aide juridique pour ceux qui sont maltraités par leurs tuteurs. Thomas a souri tristement. Papa aurait adoré ça. Ton père n'était pas mon père, a corrigé doucement Rachel. Mais Daniel Martinez aurait adoré. Oui. 6 mois plus tard, Rachel se tenait dans une salle de conférence, s'adressant à la première réunion du conseil d'administration de la Fondation Martinez pour la jeunesse déplacée. Sandra était là en tant que membre du conseil, William comme conseiller juridique, Denise comme conseillère. Même la juge Warren avait accepté de siéger au comité consultatif. Nous avons obtenu nos 10 premiers boursiers, a annoncé Rachel. Tous des beaux enfants ou des jeunes placés qui ont été victimes de violences financières de la part de leur tuteur. Un boursier, un jeune de 17 ans nommé Marcus, lui avait écrit une lettre. Vous m'avez montré que le fait d'être non désiré par une famille ne signifie pas que vous êtes sans valeur. Merci de vous être battu. Cela m'a fait réaliser que je pouvais me battre aussi. Le bureau de la fondation se trouvait à Manhattan, une petite suite avec vue sur Central Park. Rachel n'avait accroché qu'une seule photo, son père la tenant à l'âge de 6 ans, tous deux riant de quelque chose hors champ. Elle l'avait fait restaurer et agrandir. Plus besoin de la cacher dans une boîte à chaussures. Margaret lui a écrit une lettre de prison, transmise par le bureau de William. Rachel avait hésité à la lire, décidant finalement qu'elle en avait besoin. Rachel, je suppose que tu es heureuse maintenant. Tu as tout détruit, tout pris. Je veux que tu saches que je ne te pardonne pas. Je ne le ferai jamais. Tu es un fardeau que je n'ai jamais voulu, et tu as prouvé exactement le genre de personne que tu es. Vengeresse, cruelle, ingrate. Mais je veux aussi que tu saches autre chose. Ton père parlait constamment de toi ces derniers mois. Même quand il pouvait à peine parler, il murmurait ton nom. Il t'aimait plus que tout, plus que moi, plus que la nouvelle famille qu'il essayait de construire. Je t'ai détesté pour ça. Chaque fois que je te regardais, je voyais son amour pour quelqu'un d'autre. Je ne m'excuse pas. J'ai fait ce que j'ai fait pour protéger mes vrais enfants. Mais peut-être que tu devrais savoir que son dernier mot a été ton nom, pas le mien. Le tien. Margaret. Rachel l'a lu 2 fois, puis l'a passé à la déchiqueteuse. Margaret ne comprenait toujours pas. Il n'avait jamais été question de la faire souffrir ou de se venger. Il s'agissait de vérité, de justice et de récupérer ce qui avait été volé. Pas seulement de l'argent, mais de la dignité, de l'identité, le droit d'exister sans s'excuser. 1 an après le procès, Rachel a été invitée à prendre la parole à la faculté de droit de Columbia sur la violence financière dans les familles recomposées. L'auditorium était bondé. La fille qui s'est tenue sur le porche de Margaret Henderson avec une valise violette il y a 22 ans voulait juste appartenir, a-t-elle commencé. Elle a passé des années à essayer de gagner un amour qui n'était jamais disponible, acceptant des miettes et les appelant assez. Mais les survivants de la violence familiale doivent savoir que vous n'avez pas à mériter le droit d'exister. Vous n'avez pas à payer pour l'espace que vous occupez dans le monde. Et les familles qui vous font sentir autrement ne sont pas du tout des familles. Ce sont simplement des gens auxquels vous avez survécu. Le public était silencieux, attentif. Elle a vu plusieurs jeunes essuyer des larmes. Margaret Henderson m'a volé des millions. Mais ce n'était pas son plus grand crime. Son plus grand crime a été de faire croire à une fillette de 7 ans qu'elle était sans valeur, indésirable, un fardeau. L'argent peut être récupéré. Ces années de doute, ces nuits à pleurer dans un oreiller, à me demander pourquoi je n'étais pas assez. Celles-là ne peuvent pas être rendues. Elle a fait une pause, trouvant Thomas dans le public. Il était venu la soutenir. Leur relation guérissait lentement pour devenir quelque chose comme de vrais frères et sœurs. Mais voici ce que j'ai appris. Parfois, la famille dans laquelle vous êtes n'est que les personnes que vous devez survivre pour devenir qui vous êtes censé être. Votre vraie famille, celle qui compte, est celle que vous choisissez. Les amis qui vous soutiennent, les mentors qui croient en vous, les étrangers qui deviennent des alliés parce qu'ils reconnaissent votre douleur. Elle a pensé à William et Denise, qu'il avait invités à Thanksgiving et à la Pâques, l'intégrant facilement à leur famille. À Sandra, qui était devenue la grande sœur protectrice qu'elle n'avait jamais eue. Aux survivants qui lui écrivaient, partageant leurs histoires, créant une communauté des anciens indésirables qui refusaient de rester invisibles.
L'addition pour ce dîner était de 4100 $, a poursuivi Rachel, et une vague de reconnaissance a traversé la foule. Tout le monde connaissait ce détail grâce à la couverture médiatique. Je l'ai payé pour apprendre la leçon la plus précieuse de ma vie. Arrêtez de payer pour le privilège de vous asseoir à des tables où vous n'êtes pas les bienvenus. Construisez plutôt votre propre table. Le discours s'est terminé sous un tonnerre d'applaudissements. Après, une jeune femme s'est approchée d'elle, à peine 20 ans, avec des yeux hantés que Rachel a reconnus. « Mon beau-père contrôle ma mère », a-t-elle chuchoté. « Il a caché mon fonds pour l'université, dit que je ne l'ai pas mérité. Tout le monde dit que je devrais être reconnaissante qu'il ne m'ait pas mise à la porte. » Rachel lui a tendu une carte de la Fondation Martinez. « Appelez-nous lundi. Nous avons des avocats qui peuvent aider pro bono. Vous n'avez pas à être reconnaissante pour des miettes. » Ce soir-là, Rachel a dîné avec sa famille choisie. William, Denise, Sandra, Thomas et, étonnamment, tante Patricia, la sœur de son père qui était venue de Californie. Elles avaient renoué après le procès. Patricia pleine d'excuses pour ne pas s'être battue plus fort pour Rachel des années auparavant. « J'ai été une lâche », avait dit Patricia. « J'ai laissé Margaret m'intimider. J'ai fait des faux à mon frère et à vous. » Mais Rachel lui avait pardonné. Elle apprenait que s'accrocher à la colère, c'était comme perpétuer la cruauté de Margaret, la laisser empoisonner l'avenir. Ils ont mangé dans un petit restaurant italien, rien d'extraordinaire, partageant l'addition sans drame ni calcul. La conversation coulait facilement, ponctuée de rires. Personne n'a remis en question le droit de Rachel d'être là. Personne ne l'a fait se sentir comme une étrangère. Un toast, William a levé son verre de vin. À Rachel Martinez, qui a transformé la douleur en objectif. À la Fondation Martinez, a ajouté Sandra. Puisse-t-elle aider des centaines d'enfants à savoir qu'ils ont de la valeur. À la famille, a dit doucement Thomas. Le genre que l'on choisit. À papa, a dit Rachel, se surprenant elle-même. Qui m'a assez aimé pour essayer de me protéger, même si ça n'a pas fonctionné comme prévu. Ils ont trinqué et Rachel l'a senti, ce sentiment d'appartenance qu'elle avait poursuivi si longtemps. Il n'était pas venu de l'acceptation de Margaret ou de la reconnaissance de ses frères et sœurs. Il était venu du fait de se lever, de dire la vérité, de refuser de rester silencieuse et petite. Son téléphone a vibré avec un texto d'un des premiers boursiers de la Fondation. J'ai été accepté à Cornell avec une bourse complète grâce à l'aide de la Fondation. Merci de m'avoir montré que je mérite de rêver grand. Rachel a souri, rangeant son téléphone. Margaret était en prison, probablement allongée sur une couchette étroite, consumée par l'amertume. Jake travaillait dans un petit cabinet du Delaware, sa réputation détruite. Melissa était retournée vivre à la maison qu'il devrait vendre pour la restitution, son compte Instagram supprimé. Mais Rachel était libre. Libre de chercher une approbation qui ne viendrait jamais. Libre du poids de l'indignité qu'ils avaient essayé de lui faire porter. Libre d'être exactement qui elle était. Pas une belle fille, pas un fardeau, pas une étrangère, mais une survivante qui avait refusé de laisser la cruauté définir ses limites. La petite fille à la valise violette était partie. Mais elle avait laissé derrière elle quelque chose de mieux. Une femme qui savait que sa valeur n'était pas déterminée par ceux qui avaient refusé de la voir, mais par sa propre décision de ne plus accepter rien de moins que le respect. En rentrant chez elle ce soir-là, Rachel est passée devant une église avec une pancarte qui disait « La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se présente. » Elle a pensé à tous ceux qui s'étaient présentés. William cette terrible nuit au restaurant. Sandra avec des provisions quand les Henderson ont essayé de la briser. Thomas avec des preuves qui auraient pu tout lui coûter. Janet Webb avec ses notes minutieuses préservant la vérité à travers les décennies. Margaret avait eu raison sur une chose dans sa lettre de prison. Le dernier mot de Daniel Martinez avait été le nom de Rachel. Mais Margaret avait mal compris ce que cela signifiait. Ce n'était pas du favoritisme ou de la cruauté envers sa nouvelle famille. C'était l'espoir désespéré d'un père que sa fille survive, s'épanouisse, surmonte tout ce qui viendrait ensuite. 22 ans plus tard, elle l'avait enfin fait. Voici une question pour ceux qui cherchent encore l'approbation de personnes qui les font se sentir petits. Que feriez-vous différemment si vous croyiez vraiment que vous étiez déjà assez? Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur lorsque la famille fait défaut.